Bonsoir, merci d'être venu et ça me fait très plaisir de parler devant vous ce soir. Ce que je voulais essayer, alors d'abord dans 2 mots je me présente, donc je m'appelle Christian, nouvel arrivant à Saint-Pierre-de-Frugy où j'espère bien trouver ma place et je sors de 10 années passées en Inde avec 8-9 années même passées retour à la terre et 8 années en charge d'une grande ferme, enfin grande. Pour l'endroit, c'est 18 hectares, une ferme en polyculture élevage que j'ai reprise en 2012, que j'ai convertie en bio, puis en bio régénératif. Et j'ai fait vraiment une expérience très forte là-bas que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, voilà l'histoire. Je reviens en France pour 1000 raisons, si vous voulez, on en parlera après, avec l'envie de porter ce que j'ai trouvé ici et d'en faire quelque chose. Alors en climat tempéré, ce qui ne va pas être facile, parce que le climat tropical a des avantages évidents en termes de réactivité. Enfin, on va voir. Donc j'aimerais articuler la présentation de ce soir en 3 parties. La première la première fois que je m'y lance, c'est une petite histoire du bio pour savoir d'où ça vient le bio et en réaction à quoi le bio est apparu. Et est-ce que ça résout tous les problèmes? Ma réponse est non, mais je vais essayer d'argumenter. Deuxième partie, c'est les cycles de fertilité, comment ça marche la vie en fait sur Terre et ailleurs, parce que c'est plus général que la Terre. Et comment est-ce qu'on peut, dans une pratique agricole, remettre de l'énergie dans tout ça et faire que la vie prospère au lieu plutôt de se planter comme actuellement sur la planète globalement. Et la troisième partie, quelques images, on va passer vite, mais ça j'utiliserai plus le projecteur, des images de ma ferme en Inde pour que vous voyez ce que ça peut donner en pratique et que vous ayez un petit aperçu comme ça de l'ambiance. Ça vous va? Alors, n'hésitez pas à poser des questions, sinon je ferai des petits stops entre chaque présentation. On va essayer de tenir 40-45 minutes, ça va, hein? Alors, le bio. D'où ça sort le bio? Le bio, c'est une réaction très saine à des problèmes posés par un modèle agricole, qui est le modèle agricole qu'on appelle conventionnel, ou moi je préférerais dire industriel, c'est un peu plus clair. Ce modèle, il vient de très très loin. Et en fait, la critique de ce modèle, elle a plus d'1 siècle. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous étonner, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà un monsieur qui s'appelle Hopkins, qui en 1910 a inventé la permaculture. Sans doute vous ne le saviez pas, mais la permaculture, ça vient de Permanent Agriculture. Permaculture. Et la permaculture, c'est un concept qui a été inventé, qui a été posé pour la première fois par un monsieur qui s'appelle Cyril Hopkins, qui est un Américain, en 1910. Alors, je ne sais pas si vous imaginiez qu'il y avait déjà des problèmes en 1910, hein, mais il y en avait des sérieux. Ces problèmes, on les avait aussi en Europe, puisque dans les années 20, des grands fermiers, des industriels qui étaient concernés par la santé globale de la population avaient, en Autriche et Allemagne, demandé à un certain Rudolf Steiner de faire des conférences parce qu'ils étaient inquiets du déclin de la fertilité des sols. Steiner a fait ses conférences en 1924. Il est mort en 1926 et en 1924, il a fondé la biodynamie. Donc, vous voyez, c'était le même constat, c'est déjà un épuisement des sols. Avez-vous entendu parler du Dust Bowl? Ça vous dit quelque chose? Ah, eh bien, en 1930, en pleine crise, vous savez, la crise de 29, par-dessus la crise de 29 qui était essentiellement sociale, économique, s'est rajouté une crise écologique avec, en fait, ce qu'on appelait le Dust Bowl, c'est un vent venu du nord qui a soufflé les plaines à blé et qui a, en fait, vidé les plaines à blé de leur sol. Et pourquoi ce sol avait été rendu, aussi pulvérulent simplement par un excès d'agriculture industrielle déjà à l'époque. Le sol avait été tellement vidé de sa substance, vidé de racines, vidé de champignons, vidé de vie microbienne, etc., qu'en fait, c'était devenu de la poussière. Le vent est passé par là-dessus, hop, c'est parti. C'est parti jusqu'à Washington, c'est parti un peu partout. Il y a des images qui sont absolument poignantes, je pourrais vous montrer. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus. C'est un événement majeur. Hein. C'est un événement majeur qui explique aussi pourquoi les Américains, en fait, sont paradoxalement un peu en avance sur nous en matière de techniques de protection des sols, parce que ils ont payé le prix fort. Hein.
Alors, je parle beaucoup de l'Amérique, je pourrais parler de l'Afrique, mais c'est encore un tout autre sujet. Je parle beaucoup de l'Amérique parce que c'était un terrain vierge à l'époque. Donc, c'est là qu'on peut voir ce qui s'est passé, en fait. En Europe, notre histoire est tellement ancienne que, la fois, ça faisait fort longtemps qu'on avait impacté le paysage. Et les évolutions ne sont pas si nettes. Alors qu'aux États-Unis, en 2 siècles, on a tout vu. Hein. Et je vous parlerai de l'Asie plutôt dans la deuxième partie, parce que l'Asie est aussi un autre modèle agricole, un modèle qui a su nourrir des populations extrêmement denses et pendant des millénaires et sans appauvrir son sol. Donc il devait avoir un secret, j'ai essayé de vous le faire percevoir. Revenons aux États-Unis. Quand les explorateurs découvrent les États-Unis, enfin ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique à l'époque, en XVIIIe siècle, certains explorateurs racontent, il y a des récits qui sont poignants, qui traversaient les grandes plaines à cheval et les herbes leur arrivaient à l'épaule, à cheval. Donc ils traversaient des écosystèmes d'une fertilité dingue. Ils n'avaient jamais vu ça. Voilà. Et cette fertilité, alors je vous parle donc du XVIIIe siècle, pardon, on ne savait pas d'où elle venait. À l'époque, on ne savait pas comment poussaient les plantes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment bien encore combien elles poussent. Est-ce que vous savez comment pousse une plante d'ailleurs? D'où pousse une plante? Quand vous voyez un arbre avec un beau tronc bien solide, on a fait ça, et ça vient d'un tronc d'arbre. La matière d'un tronc d'arbre, d'un arbre, des feuilles, d'une plante, d'un grain de blé, elle a puisé où cette matière, la plante, à votre avis? Ceux qui ont la réponse, ne la donnez pas, s'il vous plaît. J'aimerais entendre les autres, c'est ça qui m'intéresse. Elle vient d'où cette matière, à votre avis? Dites un truc spontanément, sans risquer gros, là. Du sol. De la graine, de l'ADN, du sol, de la photosynthèse. Alors la photosynthèse, ok, il va falloir quand même expliquer comment un processus crée de la matière, on va y venir, hein, mais j'entends beaucoup le sol, j'entends la graine. Alors la graine, ce n'est pas une réponse suffisante, parce que la graine, elle contient le plan de la plante, hein, le mode de fabrication, mais clairement pas la plante. Quand vous avez une graine de chêne, c'est gros comme ça, vous le savez, ça peut faire un monstre qui pèse des centaines de tonnes. Donc clairement, le chêne n'était pas dans la graine. Donc il faut trouver une autre réponse. La graine, en poussant, a trouvé de la matière quelque part. La réponse la plus commune, c'est le sol, évidemment, puisque le sol, il est matériel, le chêne, il est matériel, donc on se dit, ouais, faut bien... Ben, en fait, c'est tout faux. Alors, mais à l'époque, on ne le savait pas. Je vais vous expliquer d'où ça vient une plante. Et ça permet de mieux comprendre comment... Alors, de la lumière, mais ça aussi, c'est matériel, donc ça suffit. C'est l'énergie, ouais, ça, on s'approche des bonnes réponses. À tout ensemble, oui, ça certainement, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on savait à l'époque? 17e siècle, la première fois en tout cas, alors non, avant, Aristote, il disait comme vous, il disait les plantes poussent à partir du sol. Voilà. Et comme on est vachement influencé par les Grecs, on pensait que les plantes poussaient à partir du sol. Et je vois qu'au 21e siècle, la majorité des gens, quand je pose la question, pensent toujours que les plantes poussent à partir du sol, ce qui est totalement erroné. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Au XVIIe siècle, un savant a la bonne idée de prendre un pot de fleurs, de mettre une graine dedans, de peser le truc, puis de laisser pousser la plante, plusieurs mois, voire années, c'était un gros arbuste en l'occurrence, et puis de repeser, d'enlever la plante à la fin quand elle avait poussé, de repeser ce qui restait dans le pot. Il a vu que le pot avait perdu 57 grammes, ce qui n'était pas grand-chose par rapport au poids de la plante qui faisait 75 kilos. 17e siècle. Et donc ils se disent, ah, il y a un truc. Et c'est la première fois en Occident du moins que quelqu'un démontre que les plantes ne poussent pas à partir du sol. 57 grammes pour faire 75 kilos. Il y avait un truc. Et à l'époque, ils se sont dit, ouais, ça doit être l'eau, parce qu'ils avaient arrosé entre-temps, évidemment. Donc ils ont pensé que les plantes, elles étaient faites d'eau. Ensuite, 18e siècle... Alors ça, c'est 17e, 18e siècle, qu'est-ce qu'ils trouvent? Lavoisier, la chimie, etc. Ils commencent à comprendre qu'il y a un flux de gaz carbonique, d'oxygène. Donc ils commencent à se formuler le concept que la plante pousse à partir d'un flux gazeux. Mais ils ne savent pas trop comment. Il faut attendre le 19e, un certain Liebig, le même qui a fait des bouillons cubes, hein, d'ailleurs, pour décrire... Mais non, c'est vrai, c'est sérieux. un type qui connaissait son intérêt, il a fait un très beau business. Et ce monsieur a été le premier chimiste de la plante. Il a décrit très complètement la physiologie de la plante, la manière dont une plante se nourrit. Et c'est dommage parce que c'est un type assez ouvert et qu'il n'a pas parlé que de la plante, il a parlé du sol, il a parlé de plein de choses, il a parlé de toutes ces synergies dont tu parlais tout à l'heure. Mais on n'a retenu qu'une chose de lui, c'est que les plantes se nourrissaient d'éléments minéraux par leurs racines. Ces éléments minéraux sont en majorité de l'azote, du phosphore et du potassium, NPK, leur symbole. Le fameux NPK qui est le fertilisant qu'on met aujourd'hui partout en agriculture conventionnelle. Voilà ce que
on va dire, la société a retenu de la science de l'époque, milieu 19e siècle. Donc une plante, à partir de Liebig, on sait qu'une plante, ça se nourrit un peu à partir des minéraux du sol. Et à l'époque, on qualifiait vraiment l'azote comme étant un des minéraux du sol. Et ça croît à partir de l'air, du CO2, en rejetant de l'oxygène. Et c'est ça, la photosynthèse, c'est de l'énergie qui tape sur les feuilles absorbent du CO2, construisent des sucres, construisent le corps de la plante et rejettent de l'oxygène. Et pour faire tout ça, elles ont besoin de quelques minéraux qu'elles prennent à travers les racines. Dites un chiffre, quelle est la proportion de la plante qui vient de l'air, quelle est la proportion qui vient du sol? En 2 mots comme ça, essayez un truc. 90-10. Comment 90-10, ouais. Bon, maintenant que vous savez que ça pousse de l'air, ouais. En fait, c'est pire que ça, parce qu'en fait, l'azote, finalement, il vient aussi de l'air. Alors, si on dit que l'azote ne vient pas de l'air, c'est 96,4. Et si on dit que l'azote vient de l'air, ce qui, à mon avis, est la façon juste de voir les choses, puisqu'en fait, l'azote qu'il y a dans le sol, ce n'est rien d'autre que l'azote de l'air qui a été fixé par des bactéries, quand tout va bien, et bien ça fait 98 ou 99%. Donc, vous voyez que, en fait, les plantes sont faites d'air, massivement. Et comme on mange des plantes, ou des animaux qui ont mangé des plantes, et ben les animaux, on est fait d'air, en fait. Et c'est rigolo, ça ouvre des horizons, moi, je trouve. Je trouve ça plutôt sympa comme idée. Et d'eau. Alors l'eau a un statut particulier. Sommes-nous faits d'eau, à votre avis? Ben non. En fait, parce que l'eau ne se combine pas avec nos corps. D'ailleurs, si je te sèche, je peux te déshydrater, j'aurai un Gilles séché. Ça marche aussi avec moi, je te rassure. Et en fait, l'eau, on passe notre temps à la boire et à la pisser, ou à l'évaporer. Hein, et en fait, elle ne fait que passer. L'eau, c'est un médium, ce n'est pas un composant du corps, en fait. Et nous sommes baignés dans un flux d'eau comme les poissons vivent dans l'eau. En fait, en sortant de l'océan, il y a très longtemps, on est sorti avec un petit bout d'océan. Et on le trimballe avec nous. La composition en fait, de nos fluides corporels ressemble furieusement à de l'eau de mer. Donc l'eau n'est pas un composant du corps, mais c'est évidemment un élément important pour la vie. Hein. Où en suis-je là? Alors, je vais revenir à mon propos. 19e siècle Liebig. Vous voyez que ces méthodes sont appliquées massivement en agriculture. Elles conduisent à une dégradation rapide des sols. Et dès 1910, donc Hopkins s'élève contre ce problème et écrit son bouquin sur la permaculture finalement. 1920 Steiner, 1930 Sir Albert Howard. Si vous connaissez pas ce monsieur, je vous conseille de lire Le Testament agricole. C'est un très beau livre, c'est 1937 de mémoire. Ce monsieur était un fonctionnaire british aux Indes. Et aux Indes, il a eu l'opportunité d'être au contact avec les méthodes traditionnelles indiennes, qui étaient pérennes, elles au moins, qui ne dégradaient pas les sols. Et ces méthodes reposaient beaucoup sur des modes de compostage. Et c'est lui qui est le premier, en 1937, à prêcher pour le compostage, en fait. Sir Albert Howard. Il s'appelle Le Testament agricole. Et oui. Et malgré ce genre d'infos, en 1910, 20, 30 ans, à partir de, disons, après la guerre, oui. Ils se sont mis à faire n'importe quoi. Alors, c'est non seulement, c'est à cause de la guerre aussi. Alors, je vais en venir à ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut voir que le 19e siècle, c'est aussi une période où le capitalisme industriel, pour être précis, connaît un boom énorme grâce à l'énergie du charbon. Il ne peut s'exprimer que grâce à de l'énergie, puisque le fondement du capitalisme industriel, c'est de transformer des choses, d'en faire des produits et des services. Donc, il faut de l'énergie, avec des ouvriers, et de faire de l'argent avec. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un boom d'activité, il y a un boom économique, il y a aussi un boom sur la santé, puisqu'on commence à savoir soigner les gens. Et la population s'accroît, et surtout elle se déplace de la campagne vers la ville. Et donc on a de plus en plus d'ouvriers, de moins en moins de paysans pour nourrir plus d'ouvriers. Donc à ce moment-là, il faut aussi intensifier l'agriculture. L'invention du tracteur, c'est le milieu du 19e siècle, au charbon et à la vapeur, les premiers tracteurs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ces tracteurs? Eh bien, tout simplement, ils défoncent le sol, ils labourent, parce que quand vous labourez, vous mettez de l'oxygène dans le sol et vous accélérez ces processus métaboliques. Et quand vous accélérez ces processus métaboliques, eh bien, vous causez la mort du sol, vous accélérez la mort du sol, ce qui est bon pour les plantes. Ça fait des minéraux pour les plantes. Alors ça va à un moment, sauf que, comme on l'a dit, ça épuise les sols. En fait, vous cramez du charbon pour cramer de la fertilité,
pour faire pousser des plantes. Et je pense que la philosophie, enfin si j'ose dire philosophie, la mentalité plutôt qui est derrière tout ça, c'est tout simplement une mentalité extrêmement égocentrique. C'est je suis un animal, je suis le plus beau des animaux sur Terre, j'ai besoin de manger, donc je veux des plantes. Ou je veux des animaux qui mangeaient des plantes, donc je veux des plantes. Donc je fais pousser des plantes. Et au passage, j'oublie le sol. Et comme Liebig m'avait donné la recette pour faire pousser des plantes avec un carburant qui est le NPK, eh ben je mets du NPK. Voilà, pas compliqué. Et ça, c'est industrialisable. On est dans un schéma qui est un schéma linéaire. Vous mettez du NPK dans des plantes, ça nourrit les animaux et ça fait des déchets. Voilà, parce qu'en plus, on ne s'intéresse pas trop à nos caca et nos machins. Faire du NPK, eh ben, ça fait de l'énergie, ça fait du CO2, ça fait des pollutions, etc. Et je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais c'est un schéma linéaire qui ressemble un peu. Alors, si je vous dis ça, voilà, c'est une bagnole. Vous mettez de l'essence dans une voiture, ça vous fait un trajet et ça fait de la pollution. Voilà. C'est exactement le même modèle. C'est un modèle instrumental. Je pense que simplement c'est une question de mentalité, que l'être humain à ce moment-là a préféré maîtriser la chose, se dire voilà un processus que je peux maîtriser de A à Z, j'injecte un truc à un bout, j'ai un produit à l'autre, je peux faire de l'argent avec, tout va bien. Fermez le banc. Voilà. À mon avis, j'étais pas là, hein, mais à mon avis, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Ce n'est pas une question de vivre avec, c'est une question d'exploiter. Je pense que là, on est dans un schéma que j'appellerais un schéma d'exploitation. Bref, où en suis-je? À la guerre. C'est important, à ce moment-là, c'est très important. En 1900, pas beaucoup, un certain Haber, un chimiste allemand, se voit attribuer le prix Nobel, vous savez 1911, quelque chose comme ça, se voit attribuer le prix Nobel pour une découverte qui est absolument fondamentale justement dans l'esprit de cette époque. Il est capable de fixer l'azote de l'air pour en faire de l'azote minéral qu'on peut transformer en fertilisant. Il se trouve qu'il est d'autant plus encensé, ce monsieur. Alors évidemment, on dit de lui, c'est l'homme, alors il a le prix Nobel parce que c'est l'homme qui a transformé l'air en pain. C'est le slogan qu'on utilisait à l'époque, hein. Voilà, prendre l'air, hein, et puis il en fait des fertilisants, on les met dans les champs, ça fait pousser du blé et on fait du pain. Donc il transforme l'air en pain. Bon, ce qu'on dit un peu moins dans l'histoire, c'est qu'il consomme une somme effroyable d'énergie, évidemment. Et ce qu'on dit aussi, on dit assez peu, c'est que ce procédé servait tout autant à faire des armements, notamment la poudre à canon, tout simplement. Elle est faite selon le même procédé. Qui se rappelle d'AZF ici ? La catastrophe d'AZF, hein ? 2001. C'est quoi qu'a pété ? C'est une usine de poudre à canon ou quoi ? Parce qu'elle a vraiment pété, hein, 40 morts si je me souviens bien, hein, un quartier dévasté. Bon, elle faisait de la poudre à canon de toute évidence puisque ça a pété. Eh bien non, elle faisait des fertilisants. C'est un tas de nitrate qui a pété. Voilà, un tas de nitrate qui a pété parce qu'un mec a jeté un mégot dessus. Voilà. Et c'est exactement les mêmes produits et c'est les mêmes procédés. Et donc quand la guerre arrive, on est tout à fait prêt à faire à la fois des armements et à soutenir des blocus, même quand on n'a pas de fertilisants, avec ce procédé. Voilà. Et quand la guerre est finie, eh bien, tout l'appareil industriel qui a été déployé massivement pour faire des armes, à votre avis, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le jette pas, on le reconvertit. Et donc voilà, l'agriculture se fait prendre dans la nasse du marché et devient une agriculture conventionnelle. Donc ça, on est en industriel, ouais, industriel, je préfère, vous avez raison. Donc voilà où on en est. Et alors qu'est-ce qui se passe? On nourrit la plante, du coup le sol est complètement oublié, il périclite, l'ensemble du système, les synergies, comme vous disiez tout à l'heure, ne fonctionnent plus, du coup les pathologies se développent. Et alors vous allez voir que ce monsieur Haber, en plus c'était vraiment un homme charmant, non seulement il a travaillé sur ce procédé-là, mais pendant la guerre il a travaillé sur les gaz de combat. C'est lui l'inventeur des gaz de combat allemands. Alors on a eu aussi nos héros de ce côté-là en France, hein, mais c'est lui l'inventeur des gaz de combat allemands et c'est lui qui a dirigé en personne la deuxième bataille d'Ypres, 10 ou 15 000 morts, hein, à coups de gaz. Il a d'ailleurs perdu sa femme parce que quand il est rentré à la maison, sa femme qui était pacifiste et qui lui avait toujours dit « je ne veux pas que tu travailles sur ces armes, etc., je suis contre, etc. », s'est suicidé avec son arme de service. C'est une histoire... ça ne l'a pas empêché de continuer d'ailleurs, mais c'est un homme qui avait des convictions, on va dire. Et la chimie des gaz de combat a ouvert la porte à la chimie des pesticides, en fait.
Donc ils avaient tout le kit, ils avaient la boîte à outils là, au sortir de la guerre. Les pathologies des plantes appelaient des remèdes. Donc la pharmacie s'est développée et les pesticides se sont développés à ce moment-là. Le DDT, vous avez une petite idée de quand ça a été inventé, par exemple? Ah ben, ça remonte à très loin, c'est 1874. Ouais, c'est rigolo, hein. Enfin rigolo, non, mais c'est le premier organochloré, en fait. C'est la première famille de pesticides qui est sortie, c'est de la chimie organique typique. Et il n'est pas utilisé tout de suite, il est utilisé quand les problèmes deviennent vraiment un peu aigus. Il est utilisé à partir des fin des années 30-40. J'ai d'ailleurs une très belle image pour vous, simplement pour illustrer la mentalité de l'époque. Voilà, ça c'est sur des champs entiers, sur des gens, etc. Donc ça c'est la famille des organochlorés, inventée donc fin 19e, utilisée à partir des années 30-40 et abandonnée dans les années 70 quand on a vraiment compris que ça marchait, que c'était très dangereux. Mais je me demande, la chlordécone, c'en est toujours un. La chlordécone, vous avez entendu parler de ce scandale dans les îles? Ouais. La chlordécone, c'en est toujours un de cette génération-là. Voilà, et dont on a gardé des stocks et continue à utiliser. Et ensuite, il y a une famille qui s'appelait les organophosphorés, auquel appartient le glyphosate, qui n'est pas c'est un pesticide, ce n'est pas un insecticide, c'est un herbicide, mais il est de la même famille, qui a été, alors je ne sais plus très bien quand il a été inventé, je crois dans les années 70, il me semble, en tant qu'herbicide. Et puis on a eu les pyrétrinoïdes, on a eu les néonicotinoïdes, et maintenant on en a encore d'autres que je n'arrive pas à suivre, mais en fait, voilà, la chimie réinvente des molécules, et à chaque fois on découvre... Alors elle réinvente des molécules, pourquoi? Parce que les pathologies deviennent de plus en plus pointues, hein, avec les effets d'accoutumance des parasites, donc on est obligé de changer, avec les effets désastreux sur la santé, donc à chaque fois, c'est la course en avant, il faut en réinventer un autre. Entre parenthèses, un chiffre important, tout ça est justifié par l'agriculture industrielle, par le fait qu'il faut nourrir la population planétaire, hein, donc évidemment, voilà. Ça c'est l'argument. Il faut quand même savoir que les quantités d'intrants qui sont utilisées par l'agriculture industrielle continuent à augmenter, mais que les rendements de cette même agriculture diminuent depuis 2010. On a atteint un plateau en 2010, c'est qu'aujourd'hui, rajouter plus d'intrants, même avec toutes les technologies qu'ils déploient, ne produit pas plus de nourriture. Ça, c'est important de le savoir. Ça fait déjà 10 ans qu'en fait, on n'a plus de gain de productivité sur l'agriculture industrielle. Voilà. Écoutez, arrivé là, ça fait déjà 20 minutes qu'on se parle, ça fait beaucoup, je pense, sur le passé. Ce que je voulais... alors, si le bio, revenons à notre propos, le bio en tant que tel, il apparaît... on ne parlait pas de bio dans les années 20, mais la critique était là. Le bio apparaît en France, j'ai retrouvé des traces, ma maman avait dans une vieille bibliothèque des revues des premiers bio de France en 1937 de mémoire. Ouais. Et donc il y avait des gens qui en 1937 commençaient à dire non mais ça ne va pas, on met des cochonneries dans nos cultures, dans nos sols, dans nos produits, on ne sait même pas ce que ça fait aux enfants, et voilà. Donc ces discours, alors c'est beaucoup des discours basés sur des... Alors, comment ça s'appelle, Isadora Duncan, toute cette vague de naturisme, de machin qu'il y a eu à l'époque. Voilà. Mais toujours est-il qu'après la guerre, ça s'est beaucoup plus structuré. En France, dans les années 50, les premiers cahiers des charges, hein, donc ça a démarré après-guerre. Il y a le cas du Japon qui est intéressant aussi, qui a plongé dans le bio immédiatement après la guerre, en 1945, motivé par le traumatisme des bombes atomiques qu'ils avaient reçues. Hein. Et ils ont là-bas une expérience qui se poursuit toujours, c'est des Teikei, c'est des espèces de coopératives d'AMAP, en fait. C'est des espèces d'AMAP qui fonctionnent en fait depuis 1945, depuis la fin de la guerre. Voilà, donc le bio, il vient en réaction à tout ça, il se focalise essentiellement sur l'ajout d'intrants chimiques dans l'agriculture. Mais en fait, au fil de ce que je vous ai déjà raconté jusqu'à présent, vous comprenez qu'il y a un truc qui cloche là quand même. Il y a un truc qui cloche, c'est qu'en fait, les intrants chimiques, ce ne sont que des conséquences d'une brisure beaucoup plus ancienne et beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde, qui est la brisure du cycle de fertilité fondamentale de la vie sur Terre. Voilà. Et c'est là-dessus que j'aimerais passer un petit peu de temps maintenant, pour que vous compreniez. Vous avez bien vu déjà l'image que la plante pousse à partir du sol, alors qu'elle pousse à partir de l'air, on se dit « Oh zut, il y a peut-être un truc qui n'est pas tout à fait comme je crois ». Bon, alors, comment ça marche finalement la vie en général et la vie sur Terre, entre autres. Ou je peux vous poser une question plus simple, peut-être pour vous, c'est quoi la fertilité?
Comment vous définiriez la fertilité en général, ou la fertilité d'un champ, d'un sol C'est la vie? Ouais, ben moi j'aime bien ça. Ouais. Ouais. Ouais, vous disiez? La capacité De créer la vie. à créer la vie. Ouais, on s'approche ça, oui. Ouais, c'est ça. Quelque part, la capacité à créer la vie, que ce soit une production alimentaire ou animale ou n'importe quoi, finalement. Alors un jour, j'ai posé la question à un permaculteur australien quand il visitait ma ferme, et il m'a fait une très très belle réponse que j'ai envie de vous transmettre. Il m'a dit, mais it's life building up on life. C'est la vie qui se construit sur la vie. Voilà. Et j'aime bien cette définition parce que quelque part, elle nous débranche un sale truc qu'on a en tête, c'est le paradigme du réservoir, là. Parce que souvent, la réponse qu'on me fait, c'est la fertilité, c'est capacité. Capacité d'un réservoir. Dans mon réservoir, j'ai 35 litres. Dans mon champ, j'ai une capacité... Ouais, mais quand vous l'aurez épuisé, cette capacité, c'est comme un pot de confiture, quand il est fini, il est fini. Voilà. Bon, quand il dit c'est la vie qui se construit sur la vie, il apporte une autre dimension, c'est que c'est un cycle. C'est un cycle qui n'a aucune raison de s'arrêter, finalement. Lui, ce n'est pas une capacité en termes de volume, c'est une capacité à se régénérer. Voilà. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais, en fait, sur laquelle j'aimerais insister. Oui, je pense que la fertilité, c'est pour essentiellement ça, et ça a à voir avec la vie, fondamentalement. C'est la capacité de la vie à se régénérer à partir d'elle-même. Donc ça parle de cycle. Alors maintenant, la vie, c'est quoi? Si on recule encore un peu d'un cran, les biologistes en donnent une définition, mais qui pour moi est une définition inutile. Je suis désolé s'il y a des biologistes dans la salle, mais elle ne permet pas de comprendre l'essence de la vie. L'essence de la vie, moi, je l'ai comprise en réfléchissant même carrément à l'univers. Déjà, l'univers, vous savez comment il a été fait, enfin, les scientifiques nous disent. Alors, tout ce que je dis, c'est évidemment, on croit que, hein, parce que la science, elle n'a pas de certitude sur plein de trucs. Hein, mais enfin bon, voilà. Là où on en est aujourd'hui, en 2020, on pense que l'univers, il a commencé par un Big Bang, c'est une espèce d'explosion, et l'univers, comme vous le savez, est en expansion. L'expansion à partir du Big Bang conduit à du froid. C'est-à-dire que ça, vous l'avez sans doute aussi entendu, c'est que le fond de l'univers aujourd'hui, il est à quelque chose comme 6 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 267 de mémoire, un truc comme ça. Ça fait très froid. Hein. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça dans l'univers. Donc ça, c'est une première force que l'univers nous a proposée, c'est l'expansion qui crée un fond froid. Et la deuxième force que l'univers nous a proposée, tout de suite, c'est la gravité. La gravité qui rassemble maintenant cette matière en des endroits particuliers, qui en rassemble des fois tellement que avec le choc de toute cette matière qui se rassemble au même endroit, qui tombe en fait finalement l'une vers l'autre, ça allume des étoiles. L'étoile, c'est de la chaleur à l'inverse. Et donc vous avez à la fois cette expansion qui fait du froid et la chaleur des étoiles. Et nous, on tourne là autour, dans un endroit extrêmement fragile, on est entre le froid du cosmos et le chaud de l'étoile. Et ça, c'est une clé importante pour comprendre la vie, en fait. La vie ne peut naître que dans ces endroits privilégiés où il y a à la fois le chaud et le froid. Pourquoi? C'est très simple. Imaginez qu'on soit sur Terre, fort bien, le soleil, très bien, tout pareil, mais qu'il n'y ait pas le fond froid. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis? Le bonheur. Vacances tous les jours, les doigts de pied en éventail. Mais il ferait trop chaud, on cramerait, Gilles. On boirait des bières, oui, pour se rafraîchir. Non, ça ne marcherait pas du tout, parce que si le soleil nous chargeait en énergie comme ça tout le temps et qu'on n'avait pas la possibilité de l'évacuer la nuit par les ciels clairs comme on a ici, vous avez remarqué que quand le ciel est clair, ça givre, et quand le ciel n'est pas clair, ça ne givre pas. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment où la Terre expire sa chaleur vers l'univers. S'il n'y avait pas le fond froid, eh bien on serait cramé, mon vieux. Et s'il n'y avait pas le soleil, évidemment, on n'en parlerait même pas, on serait inexistant et tout à fait gelé. Donc vous voyez que la première caractéristique de la vie, c'est qu'elle existe entre des polarités, chaud-froid, haut-bas, etc. Et elle existe dans une respiration. Respiration de l'expansion de l'univers, respiration de la contraction vers l'étoile et qui forme les planètes. Et cette contraction, on la retrouve en nous aussi. Hein. C'est la contraction de l'inspire et de l'expansion de l'inspire, la contraction de l'expire, etc. Et la deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que donc, ces polarités créent un flux.
Alors le monsieur qui a théorisé ça, et figurez-vous que c'est impressionnant parce que ce n'est que dans les années 70, il s'appelle Ilya Prigogine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est un physicien, et il est le premier à s'être intéressé au système ouvert. Alors jusqu'à présent, vous connaissez la thermodynamique, hein, cette branche de la physique qui s'intéresse aux températures, aux flux d'énergie, etc. Jusqu'à présent, les thermodynamiciens, en fait, ils raisonnaient dans une bouteille thermos. C'est-à-dire qu'ils vous isolaient. Alors là, il y avait le monde, et là, il y avait leur système à eux. Et par exemple, ils vous prenaient une barre de métal comme ça, ils mettaient la moitié à 0 degré, elle était froide, la moitié à 100 degrés. Ils faisaient une expérience, puis ils regardaient comment ça se passait. Qu'est-ce qui se passe à la fin, à votre avis ? 50-50. 50-50. C'est qu'à la fin, ça devient 50 partout. Hein, voilà. Bon, ça, c'est l'expérience fondamentale de la thermodynamique. Ce qu'on appelle la thermodynamique des systèmes fermés pendant un siècle, au moins. Les physiciens n'ont su faire que ça. Si on réfléchit dans un système clos. Et effectivement, ils avaient prédit qu'à la fin, ça ferait 50 partout. Et quelque part, l'information que la gauche était froide et la droite chaude avait disparu. Elle a disparu quelque part. Alors, ce phénomène que l'information disparaît, c'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire que lorsque vous laissez les systèmes physiques évoluer, il y a des enjeux d'énergie, il y a l'énergie qui passe, etc. Et tout ce qu'on sait, ça se passe toujours dans le même sens, c'est que ça se dégrade. En général, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une information, c'était froid ici et chaud là, et après c'est tiède partout. Et on ne peut plus rien en déduire. Ça veut dire que l'énergie fait son travail. Et pendant ce temps-là, l'entropie augmente. Et le fait que l'entropie augmente définit la flèche du temps. Si vous prenez un barreau à moitié à 0, à moitié à 100, ça fera un barreau à 50. Si vous prenez un barreau à 50, ça ne fera jamais un barreau à moitié à 0, à moitié à 100. Ça ne va pas dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on est à un bout, on meurt à l'autre, et qu'on vieillit entre les deux. Et que voilà, la flèche du temps est définie en fait par l'augmentation de l'entropie. C'est une loi physique, enfin une loi de thermodynamique. Mais cela dit, c'était gentil leur truc. Ça marche, c'est des lois qu'on ne peut pas contourner. Sauf que quand on voit ça, on se dit, c'est un peu désespérant, ce truc-là, ça peut se dégrader. Alors comment ça se fait qu'on soit là, que Marie soit en face de moi, que je puisse vous parler, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la beauté, par exemple, une planète, etc. Il y a un truc qui cloche là, parce qu'en fait, les physiciens, ils vous prédisent en fait que ça peut que merder, ce truc. Ça peut que se dégrader. En fait, c'est qu'il y a des processus négantropiques dans la vie, et ces processus négantropiques, c'est-à-dire qu'ils inversent l'entropie, c'est précisément la vie. On peut définir la vie comme étant un processus négantropique qui crée des choses là où il n'y avait rien, grâce à des flux. Et le monsieur qui a découvert ça, c'est un monsieur qui s'appelle Prigogine, qui a découvert qu'en fait, qui s'est fait la réflexion d'abord que ça ne servait à rien d'étudier les systèmes fermés, parce que dans la vie, il n'y a rien de fermé. En fait, il s'est dit, abandonnons ça une bonne fois pour toutes, j'étudie maintenant des systèmes ouverts qui sont traversés par de la matière et par de l'énergie. Matière-énergie. Et qu'est-ce qui se passe si... Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Et il a défini, mais ça n'a que 50 ans. Hein. C'est comment ? Pour ça, en fait, il a utilisé les mêmes méthodes que là, mais il a osé faire ce pas, de dire mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un truc qui est très rigolo qui se passe, c'est que souvent, lorsque le milieu est bien conçu du moins, et que vous lui imposez d'être traversé par un flux d'énergie et de matière, il s'organise. Et c'est là qu'apparaît la négantropie. Alors, il y a un exemple qui est tout bête, que je vais vous montrer. C'est ça. À votre avis, c'est quoi ? Ouais, ça ressemble un peu à des cellules d'abeilles. Tu verrais quoi, toi, Gilles ? Tu dis non, mais... T'en sais rien, mais... Hein ? Un œil de mouche, ça pourrait, ouais, ça pourrait. En tout cas, vous y voyez quelque chose d'organique, hein ? Ouais. Mais en fait, c'est peut-être de l'huile ou de l'eau ou ce que vous voulez. En fait, ça s'appelle les cellules de Bénard et vous pouvez faire l'expérience chez vous, je vous le conseille. Vous prenez une poêle à fond très épais, vous la mettez sur un feu doux, mais vraiment pas trop chaud, et vous versez une petite couche d'huile comme ça, et vous attendez, sans la déranger. Et en fait, vous allez voir que pour arriver à évacuer la chaleur qui vient par en dessous dans le froid d'en haut, ça vous rappelle la Terre, ça, hein, soleil, fond cosmique, et l'huile va devoir s'organiser. Et elle s'organise en cellules comme ça. Et que je sache, l'huile n'est pas allée à l'école, n'a pas fait de géométrie, ne connaît pas les hexagones, et n'empêche que, voilà, elle arrive à le faire. Et donc la vie
très probablement, est né de la conjonction de deux choses. C'est d'une part l'apparition de molécules intelligentes grâce au bombardement des rayons ultraviolets, etc., un peu, complètement hasardeux hein, sur Terre au début ou sur les comètes, et de la capacité d'organisation de la matière lorsqu'elle est soumise à un flux. Parce que ce que vous voyez là, c'est clairement, quelque part, une espèce de préfiguration d'une cellule. Voilà. Donc, la clé de la vie, c'est d'être traversé par un flux et par la matière. Eh bien, regardez ce qu'on fait nous. On boit, on mange, et on fait pipi, on fait caca, et on inspire, on expire. On est traversé par des flux et par de l'énergie. Et entre les deux, on existe. Qu'est-ce qui se passe si on arrête les flux? La structure dissipative s'arrête. Voilà. Alors, j'avais amené... bon, c'est pas grave, je vais vous le raconter. Non, si, ce serait joli quand même. Excusez-moi. J'avais amené une petite chose toute bête. J'aurais dû y penser tout de suite, pardonnez-moi. J'aimerais juste vous offrir une petite méditation. Une petite méditation sur ce sujet. C'est quoi là que vous voyez ? Une bougie allumée, ouais. Alors j'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Bon. Ouais. Parce que j'aimerais que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que vous identifiez un être là, qui s'appelle une flamme. Et vous dites, je vois une flamme. Vous savez comment c'est fait une flamme en fait ? Est-ce que cet être est en fait permanent ? Est-ce qu'il y a vraiment... La bougie est permanente, on est d'accord. L'atmosphère est à peu près permanente. Mais en fait, la flamme, c'est quoi ? C'est la combustion de la cire, ouais. Avec l'oxygène. Avec l'oxygène de l'air. Donc il y a on met une cloche dessus, elle va s'éteindre. Exactement. Donc il y a un flux d'air qui fait comme ça, l'oxygène frais qui arrive, qui alimente la combustion de la cire. Cette combustion, c'est chaud, ça crée un plasma, c'est-à-dire que ça explose les atomes à cause de la chaleur de la réaction. Et quand c'est chaud, ça monte. Donc en fait, dès que ça a brûlé, le plasma, ça monte et ça s'évacue en haut de la flamme. Donc en fait, la flamme, elle n'existe pas en tant qu'être stable. Les atomes de la flamme, si vous voulez, c'est un flux permanent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la flamme est pour moi le modèle réduit et quasi parfait d'une structure dissipative de la vie. On est exactement comme nous. Sauf qu'une flamme, c'est une structure dissipative rapide, on va dire. Ça tourne à toute allure. Ça dure 10 minutes et ça s'éteint. Nous, on tourne un peu moins vite et on dure un peu plus de 10 minutes, Dieu merci. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche. C'est la même idée, si vous voulez. C'est traversé, en fait. La flamme n'existe qu'en tant qu'espèce de forme permanente d'un flux qui, lui, est complètement impermanent. Et c'est exactement notre cas à nous. Nos cellules, par exemple, en général, les cellules de peau, je crois qu'elles durent 6 jours. La cornée se refait quasiment tous les jours, je crois, il me semble. Certaines cellules durent toute la vie, mais on se renouvelle en permanence. Alors, ce schéma-là, comment est-ce qu'il faut le réparer pour que ça marche ? Donc, moi, quand j'étais dans ma ferme, j'avais l'habitude de le dessiner comme ça. Je mettais l'animal en haut parce que l'animal pense toujours qu'il est plus malin que les autres. Et la plante là. Et vous voyez que le schéma, il est bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'animal, jeu humain, la merveille sur Terre, a besoin de plantes. Donc je me mets en haut et je cultive des plantes. Qu'est-ce que je fais ? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'injecte du NPK là-dedans. La plante nourrit l'animal produit du déchet globalement. Et le NPK, pour le faire, j'ai mis beaucoup d'énergie, donc j'ai libéré beaucoup de pollution et de déchets aussi. Bon, qu'est-ce qui manque là-dedans pour que ça marche ? On en a parlé depuis le début, il faut réintroduire le sol. C'est pas compliqué, quand vous nourrissez une plante avec du NPK, vous nourrissez effectivement la plante d'une certaine manière, mais vous ne nourrissez pas le sol. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le sol, il meurt. Aujourd'hui, je suis convaincu on dit toujours aux enfants des bêtises à l'école en leur disant qu'il n'y a que 2 règnes vivants, il y a les animaux et les végétaux. Hein. C'est un peu plus subtil que ça, maintenant on en a défini d'autres. Mais globalement, on leur dit ça, il y a les plantes et les animaux. Mais en fait, moi je dis, il y a les plantes, les animaux, le sol. Et si on oublie le sol, ça ne peut pas marcher, en fait. Est-ce que vous savez comment la vie est arrivée sur Terre, en fait ? Par quoi elle a commencé, en fait ? C'est quoi les premiers êtres vivants ? Hein ?
Bactéries, ouais, mais des bactéries spéciales, qui se rattachaient à quel règne? Ouais. Et des bactéries qui étaient capables d'un tour de force intéressant. Si elles n'avaient pas été capables de ça, elles n'auraient pas subsisté, on ne serait pas là. C'est des cyanobactéries, on appelle ça. Cyano, c'est dire qu'elles étaient vertes, et en fait, elles faisaient de la photosynthèse. C'était des plantes. En fait, ça a commencé par là. En fait, ça, vous oubliez, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que la Terre est en train de s'appauvrir. Parce que ça ne peut pas marcher tout seul. Il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est le sol. Mais commençons par la plante. Au début était la plante. La cyanobactérie, c'est une plante, fondamentalement. Les premières, alors elles ont formé des structures qui s'appellent des stromatolites, si vous voulez vous renseigner. Donc elles avaient réussi à se fixer sur un sol et à capter l'énergie du soleil en vivant dans l'eau, effectivement, à la surface de l'eau. Ces plantes ont, quelque part, d'emblée, créé du sol. Et leur mort crée du sol. Ce qu'on appelle matière organique, c'est tout simplement ce qui retourne au sol des êtres vivants. Le sol, c'est un ventre. C'est une digestion, fondamentalement, le sol. Hein. Moi, je l'appelle the great forgiver, c'est le grand pardonneur, parce qu'un sol qui est sain, qui marche bien, il est capable de réabsorber à peu près toutes les bêtises que vous pouvez faire. À peu près. Il y a quelques molécules vraiment... Comment ? Pas le plastique. Mais ça, alors voilà, ces temps-ci, depuis 50 ans, on a fait vraiment des grosses bêtises que même le sol ne peut pas digérer. Hein. Les molécules d'organochlorés, etc., il ne sait pas faire. Mais globalement, un sol, ça peut absorber des trucs incroyables. Par exemple, l'essence. Hein, les hydrocarbures, globalement, c'est des chaînes carbonées. Et un sol qui se porte bien, un compost qui se porte bien, vous digère du diesel, mais alors les doigts dans le nez, ce n'est pas un problème. Pour lui, c'est du sucre. Il y a les bactéries qui vont bien, etc. Le sol, c'est aussi le pôle féminin pour moi, c'est le yin, c'est aussi quelque part l'endroit où on retourne quelque part pour se ressourcer. C'est là que la vie peut repartir. Le sol, il a une vie, c'est-à-dire qu'il croît, il meurt, et quand on dit qu'un sol meurt, ce n'est pas que le sol meurt en fait, c'est que la matière organique a été finie d'être digérée, transformée jusqu'à ses éléments ultimes. On dit qu'elle se minéralise. Et en fait, le produit de la vie du sol, c'est précisément les NPK qu'on cherche. Ils sont dans la matière organique, mais ils ne sont pas digestibles par les plantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas recycler les déchets dans ce modèle-là, parce que les plantes ne savent pas manger directement les déchets organiques. Elles ne savent pas manger la matière organique, sauf quelques rares cas. Mais en général, elles ne savent pas. Elles savent absorber des minéraux, et ça, Liebig l'avait bien montré. Les minéraux, c'est normal de métabolisme sain du sol. Donc le premier cercle qui a fonctionné sur Terre, c'est plantes et sol. Les animaux ne sont venus qu'après. Alors les animaux, ils font quoi? Ils ne mangent pas de sol en général, ils mangent des plantes. Et quand ils font pipi, ils font caca, ils meurent. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la matière organique, ça doit retourner au sol. Voilà comment ça marche sur Terre. Ça, c'est l'alliance de la vie sur Terre. Et pour l'instant, alors il y a des trucs qui marchent. La plante seule, pourvu qu'elle flotte, ça peut marcher. La plante, le sol, ça peut marcher. La plante, le sol, l'animal, ça peut marcher. Mais ça ne peut pas marcher. En fait, physiquement, chimiquement, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on ruine la planète, en fait. Parce qu'on oublie le sol, tout simplement. Alors, là, je vous ai dessiné une roue qui peut tourner. Enfin, maintenant, celle-là, elle peut tourner. Et vous avez remarqué qu'elle ne produit pas de déchets. C'est intéressant. Donc, c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça, la démarche régénératrice, c'est simplement de revenir à ça. Alors, c'est une roue qui peut tourner. Elle peut tourner sur son axe. Mais qu'est-ce qui la fait tourner? C'est quoi le moteur? L'énergie du soleil. Hein? Donc en fait, vous avez là un gros moteur, le soleil, qui fait tourner tout l'ensemble parce que les plantes savent le récupérer. Vous voyez, la beauté de la chose, c'est que le sol, en gros, est un être oxydant, comme nous. C'est-à-dire que les animaux, comme le sol, en gros, ils dégradent. Alors nous, on dégrade pour faire des belles choses, on fait des cathédrales, etc., et des conférences sur la fertilité, mais en gros, on dégrade. Moi, je veux dire, je mange des choses qui étaient jolies, des poulets, des carottes, etc. Puis je fais caca et je suis désolé, mais voilà.
Et le sol, c'est pareil. Hein. Vous lui mettez des feuilles, et puis il vous sort des atomes d'azote et de machin. C'est pas terrible. Mais voilà, on fait quelque chose. Les plantes, elles ont ce côté miraculeux qu'elles sont réductrices. Alors, il y a des chimistes dans la salle, vous voyez, oxydation, réduction, ça vous dit quelque chose ? Plus ou moins. Alors, l'oxydation, c'est par exemple l'allumette que j'ai frottée, qui s'est enflammée. C'est la bougie qui brûle. C'est globalement une réaction qui est spontanée. C'est ce qui se passe lorsque l'oxygène se mêle à un corps chimique. En se mêlant, elle atteint un niveau d'énergie qui est plus bas. C'est comme une bille qui roule au fond d'un bol. Poum, elle descend spontanément. Vous n'avez pas besoin de pousser la bille pour qu'elle aille au fond du bol. Elle y va toute seule. Si je mets une allumette sur la bougie, elle s'allume spontanément. C'est des réactions de dégradation. On dégrade l'énergie pour en faire quelque chose. Avec la bougie, je fais de la lumière. Et moi, je mange, puis j'en fais de la chaleur, j'en fais de la parole, j'en fais du mouvement, j'en fais des tas. Voilà. Mais c'est des réactions d'oxydation, la bille roule au fond du bol. Le problème, c'est que si toutes les billes roulent au fond du bol, à la fin, elles sont toutes au fond du bol, et puis on n'a plus rien. Voilà. Il faut quelqu'un pour les remonter. Et bien, ce quelqu'un, c'est les plantes qui ont cette merveille, qui est la photosynthèse, qui est une réaction réductrice, qui permet de remonter la bille au fond du bol et de la rendre disponible pour d'autres. C'est-à-dire qu'il réarme le ressort, si vous voulez. Il réaccumule de l'énergie qu'on peut utiliser pour faire des choses. Ça, vous comprenez ce schéma-là? Donc, ça ne marche que parce que les plantes ont cette capacité-là. Et vous voyez aussi comment c'est bien fait. Le sol, il est complètement souterrain. Le sol, voilà, il n'accède pas au monde aérien. Il est 100% en dessous. Hein. Nous, animaux, on n'accède pas en général au monde souterrain. On est 100% au-dessus. Et avec la plante, on a créé un être qui est moitié en haut, moitié en bas, et qui fait le lien. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Déjà, les NPK, vous les avez vus, ils passent là. Pourquoi est-ce que je vous dis que l'azote venait en fait de l'air, du ciel? Parce qu'en fait, l'azote dans le sol n'est pas du tout permanent. Le cycle de l'azote, c'est 2-3 jours. C'est-à-dire que mettre de l'azote dans un sol, basiquement, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout de 3 jours, il va être transformé, évaporé, infiltré, ou ce que vous voudrez. Ce qui peut servir à quelque chose, c'est le phosphore, le potassium et tous les autres qui suivent, hein, calcium et compagnie. Mais l'azote, ça sert vraiment à rien. Et l'azote, il vient pas tellement en fait la dégradation de la matière organique parce qu'il n'est pas durable dans le sol. Il vient pour l'essentiel de la capacité qu'a un sol sain à fixer l'azote grâce aux bactéries qui l'habitent. Voilà. Donc, les bactéries fixent l'azote de l'air et les transforment en éléments minéraux que les plantes peuvent digérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros intrants? La plante, évidemment, ça vous le savez, elle absorbe du CO2 et elle libère de l'oxygène. Cet oxygène qui sert aux animaux à respirer et qui rejette du CO2. Le monde est quand même vachement bien fait. Voilà. Et alors, je dis, le sol aussi a son métabolisme. Le sol, il est comme nous. En fait, quand je dis que le sol est un être vivant, c'est pas que le sol, en termes de minéraux, est un être vivant, c'est que le sol est un organisme complexe, fait à la fois d'un support minéral et de plein de choses qui l'habitent. Vous savez qu'on ne connaît, je crois qu'on connaît 2 ou 3% des habitants du sol aujourd'hui. La biomasse, la première biomasse sur Terre, c'est celle du sol, c'est celle des vers de terre et des fourmis. C'est intéressant, ça. Hein. Et en fait, c'est le grand inconnu. Décidément, pour moi, le sol, c'est le pôle féminin. Et alors, je pense que la domination de l'homme dans la société aujourd'hui était exactement le pendant de la domination de l'agriculture industrielle sur le monde aujourd'hui. Hein. Et j'ai le symbole qui m'a vraiment inspiré, moi, en tant que fermier, c'est le symbole, vous le connaissez sûrement par cœur, hein, c'est le symbole du Tao. Voilà. Non, je l'ai fait à l'envers, mais ce n'est pas grave. On a globalement investi à fond sur le yang glorieux, la plante qui pousse et qu'on s'intéressait qu'à ça. On a juste oublié la digestion, les processus de mort, les processus de recyclage, les processus d'accueil qui sont là. Voilà. Et en négligeant ça, on a finalement déséquilibré l'ensemble du système. Et ce que la sagesse taoïste nous dit, c'est que le système il ne marche que si les deux pôles sont équilibrés et respirent l'un avec l'autre. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Ça vous va? Rapidement, je balaye quelques photos
Tiens, ça, c'est les courants de convection à la surface du Soleil. Ça m'a paru trop joli, je voulais vous la montrer. Vous l'avez certainement vue, elle a beaucoup été partagée sur les médias. Mais c'est exactement la même chose que ça, mais à la surface du Soleil. Alors, le Soleil est un peu brouillon, mais il fait la même chose, en fait. Et lui aussi, c'est une structure dissipative. Il y a un flux d'énergie qui est produit par la fusion au cœur de l'étoile, qui s'évacue en chaleur dont nous bénéficions vers l'ensemble du cosmos. Et entre les deux, ils s'organisent pour rester une boule à peu près propre et pas nous cracher la figure trop souvent. et ils s'organisent comme ça, en cellules, qui sont fort jolies, on dirait de l'or. Alors, Aurore Chan, en deux mots, c'est la ferme d'historique d'Auroville. La fondatrice d'Auroville, on l'appelle affectueusement mère, avait eu cette terre dans les années 65. Elle avait déjà l'idée de créer Auroville. Et elle a pensé cette terre comme étant la ferme nourricière d'Auroville. Auroville a été fondée en 68, donc la ferme aussi. Moi, je l'ai reprise en 2012 et je l'ai convertie en bio. Ça se trouve donc tout en bas de l'Inde, au Tamil Nadu, à côté de Pondichéry. Voilà, le cercle vert, c'est globalement là où est Auroville, et ma ferme était un peu à l'extérieur, à 4 km à l'extérieur, à l'ouest. À côté d'une autoroute, comme vous le voyez. La ferme, pour précisément, recouvre c'est cette espèce de flèche-là. Ça, c'est 18 hectares. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est une photo qui est relativement tardive. Quand j'ai pris la ferme en 2012, c'était tout vert partout. L'autoroute n'existait pas, d'ailleurs. Il a été fait, je crois, en 2013-2014. Et vous voyez que le développement de la ville grignote partout, commence et vous voyez ce que l'homme appelle développement, en gros, ça consiste à dénuder la terre et à faire disparaître la source de sa prospérité, à savoir des plantes. C'est pas le bâtiment, les parties orange, là? Ah non, c'est que la terre qui a été mise à nu. C'est un lotissement. Qui va se construire. Ou non, parce qu'en fait, ils spéculent sur la terre, donc des fois, ils achètent des terres, mais ils ne bâtissent rien dessus. C'est juste pour la revendre plus tard. Ça peut prendre 20% par an, donc c'est un investissement. Le développement en Inde, c'est destructeur, c'est terrible. L'entrée de la ferme, là, quand on arrivait là, quand on tournait là. Donc ce que vous voyez devant vous, sur cette photo ancienne, c'est cette zone-là, en fait. Vous voyez que c'est très pelé. On le voit mieux ici. Donc, c'est un pays où il ne pleut pas pendant 6 mois quasiment. Et puis ensuite, quand il pleut beaucoup. Très lourdement. Donc, aussi bien la pluie que l'absence de pluie, que l'énorme soleil qu'on peut avoir là-bas, abîme énormément la vie du sol. Aucun être humain n'aime ni être sous des douches continues, aucun être vivant, pardon, n'aime ni être sous des douches, ni sous un cagnard. Et bien, figurez-vous que le sol, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous illustrer ce que ça donne en matière de méthode régénératrice à l'occasion des photos. Alors, à l'époque, ils étaient très fiers aussi. Ils avaient touché un cultivateur diesel avec lequel ils ont retourné le sol à qui mieux mieux. Et à l'époque, ça m'a été dit par des anciens qui n'ont absolument pas compris ce que je faisais là-bas. Moi, ils m'ont dit, mais tu aurais vu, Christian, à l'époque, ça c'était de l'agriculture. Tous les jours, il y avait des tombereaux de fumier qui rentraient, etc. Donc, ils importaient de la fertilité massivement depuis l'extérieur, ce qui veut dire qu'ils appauvrissaient d'autres endroits, finalement. Et ils extrayaient cette fertilité à coups de labour, voilà, avec des cultivateurs. Alors j'ai banni tout ça. Ça, c'est à peu près le même endroit. D'ailleurs, c'est le coin d'un champ qui maintenant, je vais vous montrer à quoi il ressemble maintenant. Vous voyez la terre, c'est de la terre rouge, très, très typique des milieux tropicaux. C'est une terre qui est faite de 85% de sable. Il y a une argile dedans, c'est de la kaolinite. C'est très mauvais pour l'agriculture. En fait, c'est une terre à briques. Cet endroit particulièrement, c'est une terre à briques. J'aurais fait une usine de briques, j'aurais sûrement fait plus d'argent qu'une ferme. Mais j'ai trouvé intéressant, en fait, ce que j'ai perçu tout de suite en arrivant là-bas, c'est que, en prenant cette ferme, c'est que quelque part, j'étais face à un défi qui ressemblait à celui qu'on avait collectivement face à la planète. Et que j'avais une espèce de planète en miniature, là. Je dis, faut que j'y arrive là, parce que si on n'y arrive pas là, on ne va pas y arriver si c'est encore plus gros, quoi. Donc, voilà, donc commençons petit, 18 hectares, ça suffit, et j'ai essayé de régénérer cette terre. Alors, le fondateur à gauche, Gérard, il avait 81 ans quand je l'ai connu en 2012 déjà, il en a 88 maintenant, Biti, sa compère, qui a peut-être 6 ans de moins que lui, et Kumar, qui est un ancien de l'équipe depuis 30 ans quasiment.
Alors, les piliers, c'est aussi le concombre. Alors, monoculture de concombre, quasiment 30% de la production, c'est du concombre. Et ça, c'est terrible aussi parce que c'est un légume fruit donc, qui est extrêmement exigeant. Et la monoculture faisait aussi qu'il y avait eu toute une déplétion des nutriments spécifiques à cette culture et au contraire une explosion des maladies spécifiques à ces cultures. Ce qui fait que l'équipe mettait énormément de fertilisants pour compenser la dépression du sol et mettait des pesticides extrêmement puissants pour compenser alors deux choses, un champignon et un coléoptère qui bouffait les concombres. Alors notre autre pilier, c'est les œufs, les petits poussins qu'on a tous les 6 mois, on démarrait un batch de 500 poules. Vous avez 300 000 œufs par an quand même. Hein. On devait faire quelque chose comme 40 à 50 tonnes de fruits et légumes et 300 000 œufs. Enfin, on fait toujours d'ailleurs, parce que la ferme, je l'ai transmise, mais elle tourne toujours. Voilà. Et grâce à une équipe d'ouvriers tamils, j'ai toujours maintenu une équipe de base d'ouvriers tamils pour avoir une continuité d'exploitation, parce que les volontaires, ça va, ça vient, c'est gentil, mais des fois, ils ne sont pas là au rendez-vous. Et l'autre raison, c'est que je tenais à garder une relation, être en prise avec le village, avec la société indienne autour de la ferme. Alors ça, c'est mon premier amour à la ferme, c'est les aubergines. Voilà, une jeune pousse d'aubergines. Alors, vous pouvez voir quelques éléments de la méthode. Alors, ça, c'est des lady's fingers, des gombo, okra, bindi. Vous appelez ça comment ici? Vous connaissez? C'est un fruit tropical. Alors, il y a plusieurs choses à voir là. D'une part, le paillage. Vous voyez qu'on paillait beaucoup hein, sur les lits de culture. Et l'histoire de ce lady's finger est originale aussi, puisque ces graines ont été amenés par un couple de Français qui était venu en Inde à vélo, figurez-vous. Et ils s'étaient arrêtés dans une ferme de la côte ouest pour donner une semaine de travail en volontaire. Le fermier, pour les remercier, leur avait donné des sachets de graines. Donc il m'a amené ces graines et je les trouvais intéressantes. Alors au début, ils étaient complètement... la variété n'était pas fixée génétiquement, donc j'ai fait de la sélection. Et ça a donné cette magnifique plante qui en plus a une histoire sympa derrière elle. Voilà. J'ai aussi cessé, vous avez vu tout à l'heure les femmes qui travaillaient, la terre était laissée nue, hein, ce qui fait qu'elle souffrait énormément du soleil. Donc j'ai commencé à cette époque-là, ça date des années 74 je pense, j'ai commencé à laisser pousser les choses. Vous voyez, au milieu c'est une allée. Et j'ai laissé pousser l'herbe, aussi bêtement que ça. Hein. Et pourquoi je laisse pousser l'herbe? C'est ce que j'ai appelé le Grow Something Principle. C'est de base, fais pousser quelque chose. C'est tout bête, mais parce qu'en fait, la plante est la clé de la fertilité. C'est par elle que démarre le processus de vie. Donc si on nettoie la terre, ah bah oui. elle sera... Vous faites pousser des plantes, parce que à partir du moment où vous faites pousser des plantes, vous pouvez reconstruire le sol. Voilà, et ça commence à tourner. Et quand vous avez assez fait ça, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc je fais pousser des plantes partout. Alors il y a des autres exemples de Grow Something Principle, c'est par exemple ce mélange. Vous voyez, ça c'est un mélange de millet. Ça, c'est un sorgho, par exemple, mais il y a tout un mélange de différents millets, en fait. Et vous voyez qu'il y a une espèce de liane là, qui pousse, et c'est un haricot qui s'appelle du horsegram. J'ai assemblé des plantes locales qui sont rustiques pour faire ce qu'on appelle un engrais vert. Alors, un engrais vert, c'est quoi? C'est une plante que vous faites pousser non pas pour la récolter et l'exporter, mais pour la retourner au sol. C'est tout bête. Donc, les piliers de la méthode de régénération, c'est pas très compliqué. C'est un, vous faites pousser des plantes. N'importe quelle plante. Vous vous interdisez de ne pas faire pousser une plante. C'est pas compliqué. Je veux dire, en fait, la nature n'a pas besoin de nous. Il faut juste arrêter de l'embêter. Hein. Si vous voulez, la nature n'a pas besoin de nous pour faire des forêts et des endroits luxuriants. Hein. Donc, il faut arrêter de faire des bêtises. Vous connaissez Fukuoka? Ce monsieur qui a Masanobu Fukuoka. Lisez ce bouquin, il est magnifique. Le bouquin s'appelle De paille. La révolution d'un seul brin de paille. C'est ce fermier qui, au sortir de la guerre... Comment? C'est pas la révolution d'un grain de riz? Non, la révolution d'un seul brin de paille. C'est le premier homme sur Terre qui s'est levé, agriculteur, qui s'est levé un jour, un matin, en se posant la question qu'est-ce que je pourrais bien ne pas faire aujourd'hui, plutôt que se poser la question de savoir qu'est-ce que j'avais à faire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais arrêter de faire pour arrêter d'embêter la nature. Voilà. Le principe, c'est la définition qu'on appelle l'agriculture naturelle, natural farming, c'est laisser les forces de la nature travailler. Ben, laisser les forces de la nature travailler, c'est juste respecter ça. Donc la première chose, c'est vous faites pousser des plantes.
Mais même si c'est du bordel, c'est pas grave. Si vous n'avez pas d'enjeu de production, faites pousser des plantes. Et puis les plantes, elles se chargeront du sol. Et puis si elles ne le font pas toutes seules, vous les aidez. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous faites pousser des plantes pour simplement nourrir le sol. Alors un engrais vert, c'est typiquement ça. Ces plantes ne sont pas faites pour être récoltées. Par contre, elles ont plein d'autres fonctions. Elles protègent le sol. Quand je les fais pousser, elles sont tellement épaisses, vous voyez, ça fait une espèce de matelas. Un sorgho, ça peut monter à 5 mètres de haut. Hein. C'est vraiment une plante impressionnante. Hein. Et cette espèce de matelas épais protège le sol pendant l'été. Pas besoin d'arroser, le sol est protégé. Protège le sol pendant les pluies. Quand vous devez cultiver, vous arrivez avec votre faucille, vous hachez tout ça, vous faites tout tomber par terre. Vous laissez le sol digérer ça un petit peu et vous plantez ce que vous voulez cette fois-ci. D'accord ? Arrêtez-moi si vous avez des questions. Alors les plantes, elles aiment. Vous avez ça, c'est un potiron. Alors les poules aussi, évidemment, je me suis intéressé aussi à mes animaux. J'ai trouvé que régénérer là en bas, c'était bien, mais il fallait aussi s'intéresser à eux. Oups, et tiens, c'est quoi ça? Non, je pense pas. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment on sort de là en fait. Ah oui, là. D'accord, ça marche. On leur a permis de sortir. Elles étaient enfermées en fait dans des poulaillers. On leur a permis de sortir. Et là aussi, vous voyez des interactions qui se développent. Les poules, elles grattent sous des manguiers, là en l'occurrence. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont bouffer la vermine. Donc, elles vont réduire le besoin de pesticides sur les manguiers. Elles vont faire caca sous les manguiers, ce qui va aussi les fertiliser. Elles vont profiter, elles vont se nourrir elles-mêmes. Vous voyez, on commence à rentrer dans ces cycles-là. Voilà. On régénère ces cycles-là dans les vergers aussi. Alors dans un verger, je n'ai pas de photo, mais j'ai recréé aussi une forme agricole, je ne sais pas comment on fait ça, une forme agricole qu'ils ne connaissaient pas du tout en Inde, qui s'appelle le verger pâture. J'ai remis des bêtes sous des arbres. Ça, ils ne font pas du tout. Ils ne connaissent pas, alors que c'est une forme traditionnelle en France, et ça marche très bien en Inde, comme ça marche très bien en France. Et c'est ce que j'aimerais bien faire d'ailleurs sur un terrain ici. Alors on a fait la même chose chez les vaches. Là vous l'avez vu sous un arbre à cajou qui s'appelle un anacardier. Ça c'est tout nouveau les manguiers. Et on a laissé les vaches paître sous les manguiers. Et sachez aussi que vous pouvez combiner plusieurs animaux ensemble. Par exemple, vous mettez des poules et des vaches et ça marche très bien. Parce que la poule, elle adore les tiques. Donc elle va déverminer la vache. Oui. Ensuite, les mouches, elles adorent les bouses. Donc, elles vont pondre dans les bouses. Ça va faire des asticots. Mais les poules adorent les asticots. Ensuite, vous êtes embêté parce qu'une vache, ça pond sa bouse là, mais ça ne la pond pas là. Donc, en fait, il faudrait passer derrière elle pour répartir la bouse. Mais la poule, elle fait ça très bien. Vous voyez ? Donc, en fait, ça marche super bien. Il faut tenter ces trucs-là. Et ça fonctionne, en fait, du feu de Dieu. Et en fait, c'est juste de regarder comment ça marche dans la nature et de faire la même chose, hein, et puis d'arrêter d'embêter, de couper. Sachez, rendez-vous compte d'une chose, c'est quand même la séparation de l'agriculture et l'élevage, c'est très récent, c'est l'après-guerre, hein, c'est l'après-deuxième guerre, hein, vous avez vécu ça, pour des raisons d'efficacité. Les pouvoirs publics ont dit « Ah, il faut produire à fond, il faut industrialiser, intensifier la production », et donc les éleveurs vont faire que de la bête, et les agriculteurs vont faire que de la plante. Résultat des courses, ils ont brisé le cycle. Parce que ça doit marcher ensemble, ce truc-là. Et le résultat, c'est qu'en fait, les agriculteurs, ils ont des problèmes pour acheter des fertilisants, il faut qu'ils les achètent en sac. Et pendant ce temps-là, les éleveurs, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des montagnes de caca et ils ne savent pas quoi en faire. Voilà. Et c'est vraiment absurde, parce qu'en fait, si vous rajoutez le sol dans l'affaire, ça tombe très bien. D'ailleurs, en fait, je trouve que quand même, le business, le capitalisme a quand même un génie marketing incroyable d'avoir réussi à convaincre les agriculteurs qu'il fallait qu'ils achètent de l'azote en sac, alors qu'en fait, je vous rappelle, c'est 78% de l'atmosphère quand même. Hein. Donc c'est pas ce qui manque. Le soleil, ça manque pas, l'azote, ça manque pas, l'oxygène manque pas, le CO2 manque pas, surtout ces temps-ci. Donc c'est complètement absurde cette affaire. Continuons, sinon on va perdre trop de temps. On a fait aussi de la terra preta, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est dans un sol aussi pauvre que celui que j'avais. On a essayé de lui donner des capacités de rétention un peu plus grandes. Donc on a fait du charbon de bois. En règle générale, je ne brûlais rien. Vous comprenez pourquoi? Parce que la matière organique doit retourner au sol. Hein. Donc à chaque fois que vous brûlez quelque chose, vous partez dans l'atmosphère, vous cassez le cycle. Il y a des plantes que vous ne pouvez pas
retourner facilement, comme certains bambous qui sont très difficiles à travailler tout simplement, et toutes les épineux. J'avais plein de citrons par exemple, et une branche de citron, c'est juste pas possible. Donc on brûlait quand même quelques trucs, c'est ceux qui n'étaient pas manipulables autrement. Et puis j'avais aussi des partenaires autour de moi, des gens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, brûlaient. Et donc je rassemblais tout ce charbon de bois, et on le broyait, et on le mettait on le mélangeait à la terre pour améliorer. Alors, vous allez voir l'artisanat, c'est rigolo. On le broyait avec notre broyeur à plantes. C'est Pierre et Nina qui, ce jour-là, sont sortis vraiment noirs comme des charbonniers. Alors non, en fait, vous voyez le résultat là. La poussière, c'est une erreur, c'est qu'on n'a pas réussi. Après, on l'a mouillé un peu et ça faisait moins de poussière. C'est ça qu'on mélangeait avec le compost. Voilà. Et en fait, le charbon de bois améliore les terres qui n'ont pas de capacité de rétention, leur donne une capacité de rétention supplémentaire. Rétention d'eau, rétention de bactéries, d'ions, etc. Donc ça amende la terre. C'est un amendement, c'est-à-dire ça ne le fertilise pas, mais ça lui permet de se comporter mieux, on va dire. On a aussi évidemment beaucoup travaillé sur l'eau, sur les puits. Ça, c'est le puits principal qui avait un problème. Le tuyau était coudé à 15 mètres de profondeur dans la terre. Donc on a recreusé 15 mètres, on est descendu dans le trou pour remettre des tuyaux tout droit. Et on a failli crever. Le jeune homme indien qui sourit là et moi-même, parce qu'en fait on est descendu dans le trou et on s'est fait intoxiquer au monoxyde. Ouais. Et heureusement qu'on avait une ficelle et on a été remonté FISA. Et donc on a résolu le problème avec un aspirateur, figurez-vous. En Inde, on se débrouille toujours avec des trucs de base. On a pris un aspirateur, on a aspiré le CO et du coup on est descendu et on a pu réparer tout ça. Je voulais vous montrer assez rapidement le genre de choses qui m'ont fait plaisir. Voilà. Simplement, alors il y avait des papillons quand je suis arrivé en 2012, mais la première année, à la saison des mangues et des cajous, on a traité les arbres. Et dans les 2 jours du traitement des arbres, plus un seul, mais disparu. Et ça, c'était vraiment dramatique. Et ben maintenant, ils sont là toute l'année. Il y a même un arbre qu'ils affectionnent particulièrement. Et il doit en avoir des millions. Et, alors, ils sont posés, vous ne les voyez pas. Vous arrivez sous l'arbre et du coup, ça part dans tous les sens. C'est juste incroyable. Voilà, et puis, assez rapidement aussi, je pense qu'au bout de 4-6 mois, j'ai vu mon premier lézard. Et je vous jure qu'il n'y avait plus aucune bête. J'avais un couple de perdrix qui avait subsisté, mais je ne voyais aucune bête dans les champs. Et le premier lézard dans les haricots. Et j'ai attendu encore 6 mois et j'ai eu le premier vautour qui m'a piqué mes lézards. Alors j'ai commencé à le maudire. Je disais, hey. Et en fait, c'est la chaîne alimentaire qui s'était recréée. Donc, ouais, il a fallu 9 mois pour avoir un rapace, quand même, en haut de la pyramide. Alors ça, c'est le tropical. 9 mois pour régénérer. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça ici. Mais bon, voilà. Alors, cette fois, au niveau du sol, ça, c'est des analyses de sol qu'on a fait en 2015, de mémoire, 2016 peut-être. Ça, c'est un endroit qui n'était pas cultivé. Et vous voyez la terre rouge telle qu'elle est à la base. Et ça, c'est des endroits qui ont été cultivés intensivement, qui ont produit. Et vous savez que quand la terre brunit, noircit, et ce n'est pas le charbon. Cet endroit-là n'avait pas reçu de charbon. D'ailleurs, on a fait en fait, cette analyse avant l'application du charbon que vous avez vu tout à l'heure. Et vous voyez, alors vous savez pourquoi la terre noircit, c'est que son contenu en carbone augmente. Voilà. Et en fait, quand vous voyez plus la terre est noire, et plus a priori elle est meilleure. Enfin, en règle générale, ça fonctionne assez bien. Plus elle est claire, plus elle est jaune, plus c'est inquiétant. Donc vous voyez que déjà ça se voit visuellement, c'est que le travail d'agriculture qu'on a fait avait amélioré la terre. Et l'analyse l'a confirmé quand on est passé au labo. Et alors, je prends qu'un exemple, c'est le phosphore, et c'est très intéressant. Et ça, c'est la terre non cultivée. On est à 18 en moyenne sur les 4 rangs qu'on a testés. En moyenne, on était à 30 sur les rangs cultivés. Et on n'avait pas amené de phosphore. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant, parce que regardez les chiffres sur le carbone, par exemple. Matière organique et carbone, c'est pas étonnant que ce soit plus haut. C'est plus haut, mais c'est pas étonnant, parce qu'on n'a pas cessé d'en rajouter. On a mis du paillage, etc. Donc, trouver plus de carbone, bon, ok, on a fait notre boulot, pas de souci. Trouver plus d'azote, ici, il y en a pas mal plus aussi.
ok, normal. Puisque je vous ai expliqué, vous nourrissez votre sol, il va produire de l'azote, puisqu'il se porte bien. Par contre, ça, c'est plus étonnant. Pourquoi il y a plus de phosphore? Pourquoi il y a plus de potassium? Pourquoi il y a plus de calcium? Pourquoi il y a plus de tout, finalement? Vous vous êtes posé la question? Parce que? Ouais, mais attendez, les éléments chimiques, ils ne s'inventent pas comme ça. Ils devaient être quelque part, non? C'est la plante en vivant qui leur a amené une plantation. Ah, la plante en vivant qui leur a amené. Ben, la plante, elle ne crée pas des éléments, hein, a priori. Hein. Par contre, il se passe un truc important. Non. Calcium reste du calcium. Oui, non, mais à partir d'autres éléments. Non, a priori, le calcium reste du calcium, elle ne le transforme pas. Ce qui se passe, par contre, c'est un phénomène très important que Francis Allais, notre botaniste français, a pointé. C'est que la plante, elle a une structure verticale. C'est souvent comme ça une plante. Hein. Vous avez remarqué, ça a des racines qui vont profond, hein, et ça a des feuilles qui vont dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Les racines, elles piochent des éléments dans le sous-sol, elles les remontent dans la sève, qui alimente les feuilles, qui finissent par mourir un jour et retomber sur le sol. Donc, quelque part, une plante, c'est un ascenseur. Les plantes remontent des éléments. Alors, j'aurais dû faire la flèche que dans un sens, d'ailleurs. Les plantes remontent des éléments depuis le sous-sol. Donc, le premier phénomène, c'est que probablement, il devait y avoir des éléments chimiques qui avaient migré dans les profondeurs du fait des pluies, etc., et que des plantes ont remonté et rendu disponibles en mourant, en laissant tomber leurs feuilles. Et la deuxième dimension, c'est que les animaux, eux, ils sont faits comment? Tous les animaux du monde, ils ont une bouche devant, un trou de balle derrière, des membres qui leur permettent de se déplacer, et ils sont toujours dans le même sens. Vous avez remarqué, la bouche est toujours devant et le trou de balle est toujours derrière. Pourquoi? Parce que nos membres, ils sont faits pour aller chercher la nourriture et s'éloigner du caca. Et je vous jure que si c'était l'inverse, ce ne serait pas très pratique, en fait. Vous avez remarqué ça? Bon, eh bien, Francis Allais, il exprime ça très bien. Il dit, ben voilà, les animaux, alors il dit ça en anglais, mais il dit c'est vertical movers pour les plantes, horizontal movers pour les animaux. Les animaux, pardon, vous êtes en train, depuis un moment, vous vous demandez, mais à quoi on sert sur Terre, finalement, puisque ça marchait bien, là? Eh bien, nous, on sert à faire un petit paradis. Parce que si on n'avait pas été là, on n'aurait pas déplacé les choses. La vie, c'est des flux d'énergie, de matière, rappelez-vous. Flux de matière, ça veut dire qu'il faut déplacer des choses. Si les animaux n'étaient pas là, eh bien, les éléments ne seraient pas déplacés. Ils seraient verticalement, voilà, et puis c'est tout. Les animaux, ils bougent les choses. Ils mangent quelque part, ils font caca ailleurs, ils font pipi ailleurs, ils boivent quelque part, ils font pipi ailleurs, etc. Et c'est les animaux qui font que tout ça est brassé. Et donc, moi, j'explique ces augmentations d'éléments que je n'ai pas ajoutés, tout simplement par l'augmentation de la biodiversité. Parce que j'ai des animaux qui, du coup, maintenant, circulent, voilà, et qui m'amènent des choses. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de finir rapidement. Au milieu, c'est des épinards brésiliens, du sissou, ça s'appelle. Sur les côtés, du taro, excellente plante. J'en ai amené ici, j'espère qu'elle va pousser. Ça va être rigolo. Ça, vous connaissez, hein, des salades, du potiron qui a donné ça, des jolis potirons. C'est une histoire rigolote aussi, c'est que j'avais un potiron local, potiron village, que j'aimais pas parce qu'il était très aqueux. Et puis un ami m'a amené un potiron dérivé de rouge d'étampes du côté des montagnes noires. Et je les ai croisés. Et ça a donné ça. Et ce potiron croisé marchait super bien. Et du coup, je l'ai gardé. Donc vous voyez, j'ai créé un légume. Ce légume n'existait pas. Voilà, il est très très bon, et très sucré et très goûteux. Alors ça, c'est une astuce très rigolote aussi. Vous avez là 3 plantes en association, des ananas, des papayes et du jicama que vous voyez là. Alors je mets du jicama avec les papayes parce que tout simplement ils s'aiment d'amour. J'ai vu ça par hasard il y a 5 ans de ça, 5-6 ans maintenant. Un jour, par erreur, je voulais essayer, mais j'ai planté mes papayes trop petits dans un lit de jicama qui avait déjà commencé à pousser. Le jicama, c'est une plante très puissante, c'est une liane. Et je me suis dit, oh là 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 là, mon jicama, il va me bouffer mes papayes. Le petit papayer, c'était haut comme ça. Le jicama était déjà bien costaud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est absolument extraordinaire, c'est que le jicama, il a comme mis ses bras autour des papayes. Il a attendu que les papayers soient hauts comme ça pour commencer à grimper sur le tronc.
Et j'ai vu que j'ai jamais eu de si beau papayer. Et les deux, ils sont super potes. En fait. Et voilà, c'est comme ça. Par hasard, on découvre des trucs. Et alors, j'associe l'ananas avec la papaye. Là, en fait, le sud est là, le nord est là. Et je mets l'ananas au nord de la papaye parce que l'ananas, c'est une crassulacée qui aime pousser à l'ombre. Par contre, son fruit, elle est difficile, cette plante. Son fruit mûrit bien au soleil. C'est emmerdant, hein. Et en fait, on est à 12 degrés de latitude. Donc, 9 mois de l'année, le soleil, il est au sud. Et donc, la papaye fait de l'ombre à l'ananas. Et pendant les 3 mois de l'année, de l'été, où le fruit de l'ananas mûrit, le soleil, il bascule au nord et il donne sur l'ananas. Vous voyez, ça, c'est le genre d'astuce typiquement permacole. Mais je n'ai pas boudé mon plaisir, ça marche très bien. Du coup, on continue comme ça. C'est juste pour la poésie, ça. Lady Swinger. Ah, voilà, ça c'est important. Quand j'ai pris la ferme, les champs étaient complètement ouverts. C'est-à-dire que le champ il fait 125 mètres de long, on pouvait voir à travers, il n'y avait pas d'obstacle. J'ai planté des haies partout. Vous voyez, je l'ai coupé en deux déjà dans le sens de la profondeur. Il faisait 70 mètres de profondeur, j'en ai fait 2 bandes de 35 mètres, là et là. Et j'ai planté des haies tous les 6 mètres 50. Pourquoi? Parce que faire pousser des plantes. Ça permet ensuite, c'est des plantes à biomasse, c'est des plantes que vous passez avec des sécateurs, un gars d'un côté, un gars de l'autre, ou des nanas, ça marche aussi d'ailleurs. Tchac, 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 tchac. Vous coupez, chop, vous le jetez par terre, drop, et vous faites un paillage directement avec le matériel qui a poussé sur place. Pas de pétrole, vous implémentez ce schéma-là sans énergie, sans passer par un broyeur ni rien du tout. Et l'autre aspect aussi, vous voyez que c'est des grandes plantes, hein. Qui dit grande plante dans l'air, dit aussi grande plante dans le sol. C'est-à-dire que c'est des racines qui vont plus profond. Et je mobilise aussi ces forces-là. Je vais remonter des éléments qui sinon auraient été perdus. Et de manière surprenante, depuis 2 ans, on constate qu'en fait, dans pas mal de cas, les cultures marchent mieux dans la bande qui jouxte l'arbre. On nous a dit au début, mais ça ne va pas marcher votre truc, ça va faire de l'ombre, compétition pour l'eau, compétition pour la lumière, etc. Eh bien, en fait, pas du tout. Alors, ce principe-là, c'est celui de l'agroforesterie. Globalement, vu l'état de la planète aujourd'hui, je pense que, et c'est vrai sur toutes les latitudes, quasiment à mon avis, il va falloir planter plus d'arbres. Il va falloir combiner l'agriculture, le maraîchage avec l'arbre pour mobiliser cette force-là. Voilà, même chose sur les aubergines, des petites carottes et des radis blancs, et voilà le résultat. Les paniers, j'ai créé une AMAP en fait en 2015, sauf que c'est pour moi mieux qu'une AMAP, c'est qu'on peut commander ce qu'on veut. Et on a dans son panier ce qu'on veut le matin, 3 fois par semaine. Donc le mardi, le jeudi et le samedi, vous commandez le jour avant et puis vous venez à 10h, votre panier est prêt. Et ben voilà une de mes ouvrières là, qui est toute fière, elle partage les invendus. Comment ? J'avais effectivement, en partant, j'avais 15 salariés et des volontaires, une équipe de volontaires. Alors les jours pas fast, il pouvait y en avoir qu'un, ça arrivait. Les jours fast, c'est 25 personnes. Ouais. Mais il faut bien si vous voulez éviter de dépenser du pétrole, de brûler du pétrole, faut y aller avec les bras. C'est de la manœuvre. Il faut en fait que chacun se réinvestisse dans la production de sa nourriture. Donc ces paniers, en fait, le panier que je vous ai montré là juste avant, je les avais complétés par un système de monnaie de temps. C'est toute personne qui donne son temps à la ferme, vous voyez ce temps crédité, et était échangeable contre des kilos. Et je ne payais pas le temps. Hein. C'est 20 heures, 7 kilos. Il n'y a aucune mention d'un prix. Et c'est très intéressant comme système. Alors, ce ratio, il est basé sur des études anthropologiques qui montrent que les peuples premiers dépensent à peu près 20 heures ou 25 heures maximum par semaine pour assurer leur subsistance. Donc, il n'y a pas de raison qu'on bosse plus. Dites ça à vos patrons, hein, de ma part. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on peut bien se nourrir, on devrait se nourrir avec 3,5 kg de fruits et légumes bien choisis, avec des hydrates de carbone, des fibres, etc. par semaine. Donc j'ai multiplié par 2 parce que je me suis dit que derrière un actif, il y a peut-être un inactif, quelqu'un qui peut bosser, un handicapé, un enfant, un vieux, je ne sais pas quoi. Donc j'ai fait 2 fois 3,5, ça fait 7, 20 heures, 7. Pas compliqué. Voilà. 7 kilos, ça fait un gros cajot, vous savez, un cajot comme ça, bourré à bloc. Hein, et vous vous nourrissez bien avec ça. 20 heures, ben voilà, c'est un mi-temps. Et j'ai fait ça parce que d'une part, j'avais des volontaires. Ces gens, ils venaient bosser à l'œil pour moi. Et quand ils repartaient à midi,
ils avaient la banane jusqu'aux oreilles, ils me disaient encore merci. Alors, je lance mon système de panier, et ils étaient tellement généreux qu'ils achetaient les légumes. Je disais, quand même, il ne faut pas déconner. Et donc, j'ai créé ça pour eux. Et je me suis assez vite rendu compte que ça avait un autre effet. C'est qu'en fait, ça incitait des gens qui n'étaient pas encore venus à la ferme à y venir, simplement pour réintégrer dans leur vie l'activité de produire sa nourriture. Et c'est vachement nourrissant à tous les niveaux, parce que cette nourriture-là, vous l'avez fait pousser, vous l'avez vu pousser, vous savez ce qu'il y a dedans, vous lui faites confiance. Et le dernier stade qui a été franchi la dernière année, début 2019, c'est que j'ai eu des comptes collectifs, donc des gens qui se sont mis ensemble, par exemple le groupe des jeunes d'Auroville, et j'ai eu aussi un collectif qui s'appelait la Papaye Verte, qui ont fait des comptes collectifs, c'est-à-dire qu'ils étaient à plusieurs à venir, ils imputaient sur le même compte, donc le compteur des heures montait plus vite, et en fin de semaine, ils commandaient, alors cette fois-ci une grosse caisse, ils prenaient 20 kilos par exemple, et ils faisaient la cuisine ensemble, et avec ce qu'ils avaient préparé, ils faisaient une table ouverte où ils invitaient des gens. Et alors là, vous voyez que la régénération, elle n'est pas que là, elle est aussi dans l'humain, voilà. Et c'est ça que on va terminer là-dessus, c'est très bien. C'est que la régénération, c'est effectivement pas que l'environnement, c'est l'humain qui l'habite et les relations qu'on a entre nous, etc. Merci. Je suis parti pour vraiment... Non, c'est pas indiscret. Pour 1000 raisons emboîtées. Il y en a une assez fondamentale quand même, c'est que le mode de vie que j'avais en ayant quand même des grands pans de ma famille ici, j'ai 5 enfants quand même, hein, donc 4 étaient en France. La 5e qui vivait avec moi là-bas a aussi bougé en Belgique pour faire des études de sage-femme. Et cette vie, de toute façon, m'obligeait à faire en tout cas un aller-retour, et souvent 2, parfois 3, en avion, 10 000 km en avion. Et bon, pendant un moment, je me disais, oui, bon, je le fais parce que je sais pourquoi je le fais, hein, j'avais une motivation. Mais bon, ceci étant fait, cette année, j'ai vraiment senti dans mon cœur que c'était plus possible de continuer, qu'il fallait que j'arrête ces conneries, quoi. Pardonnez-moi, mais je vous le dis. Voilà. Je dis non, peut-être je ne prendrai plus l'avion, mais j'ai trouvé que c'était le moment, quoi. Voilà, j'ai arrêté ça. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que le contexte politique en Inde, enfin, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais on a quand même un dirigeant qui est un nationaliste qui ressemble, enfin c'est un Le Pen empire, quoi. Hein. Et puis il y a eu tout un enchaînement de choses. Il a été invité par des gens d'Auroville, ce que je déplore profondément, à parler en 2018 à Auroville, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et son discours a été un discours de récupération nationaliste absolument dingue, et pire que tout, parce qu'à la limite il faisait son boulot, hein, d'être nationaliste, il est nationaliste, donc tant qu'à faire, autant être fidèle à ses convictions. Mais ce qui m'a par contre assommé, c'est que les Aurovilliens n'ont pas vu ça. Voilà. Ils ont dit « Oh, c'est magnifique, il a tout compris d'Auroville ». En fait, d'avoir tout compris d'Auroville, pendant 35 minutes, il a répété « Auroville incarne les valeurs millénaires de l'Inde, des Védas ». Ouais, d'accord, quand c'est dit par un maudit, ça sent le brûler, là. Et ça a d'autant plus senti le brûler qu'en mars de l'année dernière, il a viré le secrétaire de la fondation d'Auroville, qui était un type extrêmement équilibré, neutre, etc., pour mettre un de ses serfs à lui. Voilà. Puis quand je suis parti, c'était le Cachemire, bouclage du Cachemire, qui est toujours bouclé. D'ailleurs, tout le monde s'en fout en Europe, mais il y a quand même un pays qui est quasiment aussi gros que la France, qui est bouclé, hein, en Inde. Et quand je suis rentré en août, c'était en Assam. Ils ont réactivé une loi de nationalité qui datait de 87 et que personne n'avait osé toucher. Ils ont rayé de la citoyenneté indienne 2 millions d'Indiens, 2 millions de personnes, d'un trait de plume. 2 millions de gens qui habitaient l'Inde et qui se croyaient indiens ont découvert qu'ils n'étaient pas indiens. Et donc ils ne sont rien du tout. Ils sont apatrides, donc esclaves potentiels. Voilà. Voilà. On comprend. Voilà. Tout ça, accumulation. Et puis j'ai quitté la France il y a 10 ans, elle était en état de mort cérébrale. Et je reviens, elle est bouillonnante et ça me plaît. Voilà. Et fondamentalement, si vous voulez, je pense que l'époque qu'on vit est une époque qui est déjà troublée, mais qu'elle risque de l'être encore plus. Cette époque appelle la désobéissance. Et vous ne pouvez pas être désobéissant si vous n'êtes pas chez vous. Voilà. On ne peut pas désobéir en Inde alors que l'Inde m'accueille. J'ai suspendu un visa. Le jour où je désobéis trop, il me coupe le visa, quitte notice. En 2 jours, je dois dégager. Donc ça n'a pas de sens. C'est mon pays, c'est ma langue. Si je veux battre, c'est ici. Voilà. Et je compte bien.
Comment? Vous voulez désobéir ici ou alors... Ah, l'autorité se réveille. Mais, Monsieur Chabot, vous êtes encore plus désobéissant que moi, à mon avis. C'est pour ça que je suis ici. Alors, si je comprends bien, ce verger-là, enfin, non, pas le verger, mais La ferme? Cette ferme, c'était indépendant d'Auroville. Ah non, non, c'est la ferme historique d'Auroville, c'est une unité d'Auroville. Géographiquement, elle est située à l'extérieur, mais il y a plein de terres qui sont situées à l'extérieur, en fait. Et elle est, oui, c'est la ferme historique d'Auroville, et c'est une unité d'Auroville, très officielle. Même c'est la seule ferme qui est une vraie unité officielle d'Auroville, qui rend ses comptes et tout. Ouais. Et l'après, je l'ai transmis à mon équipe. C'est-à-dire que quand j'ai repris la ferme, en fait, Gérard était resté seul. Depuis 43 ans, il administrait la ferme seul Aurovillien. Il n'avait jamais accepté le moindre Aurovillien autour de lui. Alors, il m'a accepté, je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de miracle. Et moi, quand je suis arrivé, alors il m'a dit « N'ouvre pas la ferme à Auroville, ils vont te foutre la merde, tu verras, c'est le bordel. » C'est vrai. Hein. et si j'étais arrivé dans cette ferme, c'est parce que j'avais bien vu qu'Auroville, c'était le bordel. Mais je porte ma propre contradiction, c'est que j'étais néanmoins venu là pour un projet collectif. J'étais là pour me soigner quelque chose en moi, aussi, qui est que j'en avais un peu marre de faire des trucs d'homme seul. Voilà. Donc je voulais faire en collectif. Et donc je lui ai dit, Gérard, je suis d'accord, je comprends, mais moi je suis là pour faire du collectif. Donc je suis désolé, mais je vais inviter Auroville à rentrer dans la ferme. Donc pendant 8 ans, j'ai travaillé à faire rentrer Auroville dans la ferme. Des volontaires, puis des volontaires qui se sont fidélisés, qui sont devenus des piliers de la ferme. Il y a une équipe de 9 personnes maintenant, 9 Aurovilliens. Et c'est à eux que j'ai transmis la ferme. Et j'ai transmis la ferme à cette équipe aussi parce que, comme ils sont venus dans la ferme et qu'il avait raison, Gérard, ils ont foutu la merde. Eh bien, je préfère partir, c'est tout. Alors, Auroville, c'est un endroit qui se pique d'une espèce de communisme que je ne supporte pas personnellement. Voilà. Donc, bon, ils sont gentils, mais je trouve qu'on ne peut plus faire du bon boulot dans ces conditions-là. J'ai fait mon temps, si vous voulez. Quelque part, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à faire. C'est un cycle de 7 ans. J'ai mis une année à me décider. Tout va bien. On va pouvoir attaquer ici, maman. Ben, avec plaisir. Je pense que les ananas vont pousser. Oui. Les ananas, non. Attends. votre formation. Ah. Et est-ce qu'après, ce projet a fait d'autres petits en Inde Ah oui. Et en France, même. Et en France. Alors, ma formation, je suis ingénieur des ponts et chaussées, ça n'a absolument rien à voir, et urbaniste. J'ai un master spécialisé en urbanisme et j'ai exercé dans le domaine de la mobilité pendant 25 ans, à plein de niveaux, et notamment à assez haut niveau, c'est-à-dire que je connais bien les politiques, leurs contraintes, la technostructure, etc. Et en fait, c'est la crise de 2008 qui m'a amené vraiment à claquer la porte. Et plus encore que la crise, c'est la réaction de la technostructure et des élites françaises qui sont d'une stupidité abyssale, je vous le confirme. Voilà. Et donc, je n'en pouvais plus. Franchement, je n'en pouvais plus de voir à quel point ils ne voulaient pas comprendre ce qui se passe autour d'eux, au niveau de la planète. Et donc, je suis très reconnaissant à toute cette histoire parce qu'en fait, ça m'a permis de retrouver cette fibre que j'avais et que j'ai depuis très longtemps. En fait, je suis né au Maroc, j'ai vécu tout nu dans le jardin pendant longtemps, à soulever des pierres, chercher des crapauds, chercher des bestioles et tout. En fait, la nature, c'est mon truc. Et j'ai toujours eu des jardins. J'ai grandi à Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex, du côté de Genève, sur un grand terrain de 3000 mètres. C'était mon endroit, quoi. Et j'étais le seul à m'en occuper. J'avais 50 arbres dans le verger. J'ai monté un poulailler de 150 volailles. Je faisais le jardin avec ma maman, les petits fruits, je faisais tout. En fait, je dormais d'ailleurs de fin avril à octobre, je dormais dans une tente dans le jardin, je n'étais pas dans la maison, ou sur la paille de mes poules, c'est vous dire. Donc, ouais, je suis un peu sauvage et pour moi, la nature, cet ancrage dans la nature, il est profond, profond, profond. En fait. Donc ma formation d'ingénieur des ponts n'explique pas franchement ma... Comment ? Non, le paradoxe, c'est cette enfance avec les plantes et les poules, et de faire des études au pont de chaussée. Mais j'étais Asperger. Donc je suis hypermnésique et les études, pour moi, c'était comme ça. Je suis rentré major au pont, je n'avais pas pris une seule ligne de note de ma vie. Et donc c'est pour ça, c'est quand vous êtes comme ça, les études s'offrent à vous, vous avez un rail. C'est pas très compliqué. Mais à part ça, je voulais faire les ponts.
parce que, et vous allez retrouver la même chose que ça, parce qu'en fait, ce qui me fascinait, c'est la ville, le grouillement organique de la ville. Qu'est-ce qui fait que, voilà, quand vous ouvrez votre robinet, il y a l'eau qui coule, que vous prenez votre bagnole, il y a des routes qui marchent, des feux, des machins, etc. Cette espèce de palpitation très organique de la ville me fascinait. Et en fait, je voulais avoir les ponts, j'ai eu les ponts, je ne me suis jamais posé de questions. Et c'était très bien comme ça. Quand j'ai pris ma ferme en 2012, un beau jour, je me suis dit, mais finalement, ce que je fais depuis 50 ans, c'était pour me préparer à ça. Voilà. J'avais fait du juridique, j'avais fait de la gestion de projet, j'avais fait de la finance, j'avais besoin de tout ça, finalement. Vous voyez. Donc, les trajectoires humaines, vous savez, il ne faut pas les juger trop vite, parce que des fois, elles sont un peu chaotiques ou... Non, pas du tout. Elles suivent une ligne. Voilà. Ouais. La ligne, je commence à la comprendre maintenant. Voilà. Il y a temps, on peut faire qu'un manage. Toi, tu me dois une bière. Ça répond à votre question? Vous avez appris un peu sur le terrain quelque part J'avais déjà une bonne culture jardin. Quand je suis un ingénieur des ponts un peu zarbi, hein, mais quand j'ai commencé ma carrière, je dois être le premier d'ailleurs de l'école des ponts à avoir voulu travailler à temps partiel. J'ai voulu travailler à temps partiel parce que je voulais cultiver mon jardin. Et je vivais à Strasbourg, j'avais 1000 m², sur 3 jardins, j'avais 1000 m². Et en fait, pendant au moins 5-6 ans, tout le temps où j'ai élevé mes petits-enfants, on était autosuffisants en fruits et légumes. Et donc j'avais des jardins en biodynamie, d'ailleurs. Donc pour moi, c'était quelque chose que je connaissais. Même si je le faisais très mal, je n'avais pas compris ça à l'époque. Donc j'avais une intervention qui était très brutale, en fait. Mais il y avait déjà intervention. Mais en tout cas, j'étais là. J'étais sur la terre. Oui. Et puis j'avais goûté aussi le plaisir que c'est de manger les légumes qu'on a poussés. Et j'ai découvert une chose que j'ai envie de partager aussi, très importante, mais ça je l'ai découvert en Inde. Oui, ce que je veux dire est vraiment important. C'est la fondation de la santé aussi, tout simplement. Et pour une raison qui est vraiment très bête, hein, que je vais vous expliquer en 30 secondes, c'est que notre santé est fondée sur plein de choses. Globalement, elle est fondée sur tout ce qu'on absorbe, les amis qu'on fréquente, les musiques qu'on écoute, les endroits où on est, etc. C'est pour ça que je préfère être à Saint-Pierre qu'à Tremblay en France. Hein. Elle est, entre autres, la nourriture, qui est vraiment fondamentale. Et lorsque vous absorbez des végétaux, particulièrement, ou des animaux qui ont souffert, qui ont été abattus dans des conditions déplorables, si vous absorbez des végétaux qui ont poussé contre leur environnement, ce n'est pas tellement le fait qu'ils aient reçu des poisons ou des machins, des intrants chimiques et tout, c'est le fait qu'en fait vous absorbez de la souffrance, vous n'absorbez pas de la santé. Et vous absorbez de la souffrance et vous devenez souffrant. D'ailleurs, l'industrie de la chimie, de l'agriculture, c'est la même que l'industrie de la chimie de la pharmacie. Hein, c'est les mêmes d'ailleurs. Hein, vous retrouvez exactement les mêmes actionnaires. Les deux vont ensemble. Et la souffrance animale, la souffrance végétale et la souffrance humaine, elles vont de pair et elles se construisent les unes les autres. Et à l'inverse, lorsque vous réalisez que vous pouvez manger les produits de votre ferme et surtout aller vers des plantes qui sont natives de l'endroit, qui poussent en santé à cet endroit parce que c'est là qu'elles doivent être, eh ben, elles ont une santé formidable. Et quand vous les mangez, vous avez une santé formidable. C'est aussi bête que ça. C'est QFD. Et j'avais le cas, ma femme qui m'a quitté parce que je suis un homme difficile à vivre, apparemment. Ma femme a fini par me quitter parce que je la bassinais avec des histoires d'effondrement, d'agriculture, etc. Et elle était fan de patates. Donc même en Inde, elle n'achetait que des patates. Et j'avais eu la bêtise de la laisser faire les courses. Donc on bouffait de la patate. Sauf que la patate, ça ne pousse pas du tout. Mais alors là, pas du tout à l'endroit où j'étais. Hein. Il fait trop chaud, trop humide, etc. Et en fait, lorsqu'elle est partie, j'ai encore pendant 6 mois, 1 an, j'ai continué à bouffer de la patate par automatique, comme un imbécile. Et puis un beau jour, j'ai acheté des patates. Alors belle, celles-là ont fini par pourrir. J'ai regardé, je dis, pourquoi tu achètes des patates? Quelqu'un m'avait fait la remarque, alors que j'avais dans ma ferme, j'avais du tapioca, j'avais du taro, j'avais de la patate douce, j'avais tout ce qu'il fallait. Et ce jour-là, ça m'est tombé dessus comme la foudre. Je me suis dit, t'arrêtes avec les patates, t'arrêtes avec les courgettes, tout ça ne pousse pas non plus, t'arrêtes avec les choux, ça ne pousse pas non plus. Et je n'ai mangé que ce qui sortait de ma ferme. Et bien, je me suis porté, mais alors, comme un soleil. Exactement. Et dans ma ferme aussi, j'ai sabré toutes les plantes pour lesquelles il faut se battre. Par exemple, Gérard tenait absolument à faire des tomates. Mais la tomate, c'est un cauchemar pour arriver à faire de la tomate dans ce pays.
c'est beaucoup trop humide, c'est beaucoup trop chaud, il y a beaucoup trop de soleil. La tomate, c'est une C3 en termes de photosynthèse, elle ne supporte pas le soleil tropical. Voilà, c'est une plante de sous-bois, figurez-vous. Donc, alors, la cultiver en plein champ, c'est ridicule. Et donc, on dépensait mais une énergie folle pour sortir 3 tomates dans un créneau de 2 mois dans l'année où c'était possible. La tomate, en plus, du coup, c'était le moment quand même où tout le monde avait de la tomate. Donc, la tomate, à ce moment-là, elle valait 4 roupies sur le marché. Nous, on pouvait la vendre à K40, 10 fois plus cher, et encore, on ne faisait pas d'argent avec. Et à la fin, de toute façon, comme la tomate était en souffrance, on bouffait de la souffrance. J'ai jeté. Alors effectivement, ça nécessite d'abandonner l'idée qu'on va se faire ces petits plats favoris, ces machins, mais ça ouvre d'autres portes. C'est que vous découvrez tout à coup qu'on peut faire du délice avec des tapioca, qu'on peut faire des desserts avec des tarots, que la patate douce, c'est fabuleux avec une botte de beurre. Voilà, et ben à la fin, voilà, une santé de soleil, comme tu disais. Quel est votre projet là aussi? Ah, écoutez, Il a l'affût. à l'affût. Écoutez, je crois qu'on voilà, j'ai rencontré Monsieur le maire à l'été 2019. On a partagé quoi, 1 heure ensemble autour d'un déjeuner, et puis je lui ai demandé mais c'est quoi vos priorités? Il m'a dit autonomie alimentaire et énergétique. Moi ça me suffit. Voilà, je travaille là-dessus. Donc sur les bases de la pyramide. Alors là, je fais référence alors, à ça, évidemment. Ça parle d'énergie aussi. Hein. Tiens, juste un truc à propos de rareté, d'abondance, parce que tout le système conventionnel est basé sur la rareté, tout est cher. Dans notre civilisation, les partenaires sexuels sont rares et chers. Les engrais, on les achète en sac et ils sont chers. Tout est rare, tout est cher. En fait, on nage dans l'abondance, on ne s'en rend pas compte. Alors, juste un chiffre pour vous tourner la tête. Vous savez combien de temps de soleil sur la planète Terre il faut pour fournir le budget énergétique de l'humanité entière pendant 1 an? C'est-à-dire toute la Terre, toute l'énergie que consomment les humains sur Terre pendant 1 an, c'est combien de temps de soleil? L'énergie brute envoyée par le soleil sur la moitié de la Terre, comme ça. 1 heure? 1 heure? C'est ridicule, 1 heure, c'est trop court par rapport à 1 an. Non? Dites autre chose. Non? Osez, à votre avis. Hein? Ça doit être rien parce que 6 mois? énorme, là. 6 mois, j'entends. 1 mois? En fait, c'est 5 secondes. Oui, mais c'est inexploitable. Alors, attendez, c'est inexploitable. C'est inexploitable. Mais l'énergie considérée comme exploitable représente déjà, l'énergie du soleil représente 20 fois la puissance appelée par l'humanité. Il suffit d'apprendre. Voilà. Et la meilleure façon de la récolter, c'est par les plantes. Voilà. Et même que par les plantes, parce que les plantes, c'est encore une déperdition. Hein. Les plantes n'utilisent pas tout. Récolter par les plantes, c'est 6 fois. Donc, oubliez les idées de rareté. Nous nageons dans l'abondance, mais on est comme des imbéciles à la laisser passer, à la gâcher, à la négliger. Voilà. Ouais, hein, c'est impressionnant. Hein. Comment? On nous noie dans les chiffres de manque. On nous noie dans les chiffres de manque, alors que les chiffres d'abondance, on ne les connaît pas. Mais c'est pas... C'est 5 secondes quand j'ai découvert ça. En plus, j'avais retenu 5 minutes, et l'autre jour, j'ai fait une petite causerie comme ça, et puis c'était sur Radio Libre Périgord, là. Et comme ça, juste avant, sur un coin de table, j'ai refait le calcul, parce que je suis ingénieur quand même, j'ai refait le calcul, et non, c'est 5 secondes, en fait. J'ai vérifié depuis. Et 5 secondes, vous imaginez ça? Bon, enfin voilà. Merci pour votre accueil.